Bientôt 16h sur BFM TV. À la une de l'après-midi info, aujourd'hui, la situation entre États-Unis et Russie. Va-t-on vers une exacerbation des tensions entre les deux pays? À 6 jours de la fin de l'ultimatum fixé par Donald Trump à Vladimir Poutine, le président américain annonce avoir donné l'ordre de positionner 2 sous-marins nucléaires dans des zones appropriées plus près de la Russie. Qu'est-ce que ça veut dire? On en parle dans un instant avec nos invités Ulrich Bouna et le lieutenant-colonel Vincent Arbarétier. On parlera aussi du risque incendie très élevé, notamment dans le sud du pays. 8 départements sont en vigilance orange au feu de forêt. Des départs de feu sont signalés cet après-midi en Haute-Corse et dans le département du Var. Nous en parlerons dans quelques minutes. Attention avec aux vacances, avec ces risques de noyade. Leur nombre a augmenté de 50% en un an. Celles qui ont entraîné la mort ont augmenté de 45%. Le respect et des interdictions et des restrictions de baignade est primordial. Tout d'abord, cette question, se dirige-t-on vers une escalade des tensions entre États-Unis et Russie? Nous sommes à 6 jours maintenant de l'expiration de l'ultimatum fixé à Vladimir Poutine par le président américain Donald Trump, qui annonce donc avoir donné un ordre, positionner 2 sous-marins américains nucléaires dans des zones, je cite, appropriées et plus près de la Russie. Des sous-marins qui sont arrivés près de la Russie, c'est ce qu'il a confirmé ce matin à la télé américaine. Mesure préventive après des déclarations que le président américain juge idiotes et incendiaires de la part de l'ancien chef du Kremlin, Dmitri Medvedev. On voit ça avec Mathis Menu. Point de départ de ces nouvelles tensions. Des commentaires de l'ancien président russe Dmitri Medvedev, jugé provocateur par Donald Trump. Medvedev a dit des choses très graves concernant le nucléaire. Je me dis qu'il vaut mieux être prudent, parce que c'est une menace automatique de sa part, et il l'a déjà fait auparavant. Et j'ai donc envoyé dans la région 2 sous-marins nucléaires, juste pour m'assurer que ces mots ne sont que des mots, et rien de plus que cela. Ils sont près de la Russie, je présume ? Oui, ils sont près de la Russie. Depuis le début de la semaine, l'ancien président russe enchaîne les pics sur les réseaux sociaux. Le poste de trop date de jeudi. Dmitri Medvedev répond alors à Donald Trump qui qualifie de mortes les économies russes et indiennes. Qu'il se souvienne de ses films préférés Walking Dead et du danger que peut représenter la légendaire main morte. La main morte, une référence à un programme de l'Union soviétique datant de la Seconde Guerre mondiale. En cas de destruction de la chaîne de commandement russe, le système pouvait déclencher semi-automatiquement l'arsenal nucléaire. Le président américain exige toujours la fin du conflit d'ici le 8 août. De son côté, le Kremlin n'a pas réagi à cette escalade. Hier, Vladimir Poutine a assuré vouloir une paix durable, mais maintient des conditions toujours inacceptables pour Kiev. Et pour le moment, aucune réaction du côté du Kremlin au déploiement de ces sous-marins américains. À Moscou, on vous retrouve Jean-Didier Revoin, vous êtes notre correspondant. Donald Trump n'a pas précisé à quel propos exact de Dmitri Medvedev il faisait allusion, mais on sait que l'ancien président russe a été assez provocateur ces dernières semaines. Oui, effectivement, l'actuel vice-président du Conseil de sécurité de Russie a écrit le 28 juillet que chaque nouvel ultimatum fixé par Donald Trump à la Russie était un pas et une menace vers la guerre avec les États-Unis, en annonçant que 2 sous-marins américains nucléaires étaient désormais positionnés on ne sait où pour répondre à on ne sait quelle attaque. Eh bien, le président américain a montré qu'il n'était pas insensible aux propos qu'il a qualifiés d'idiots et d'incendiaires de Dmitri Medvedev. Hier, Vladimir Poutine a pour sa part rappelé qu'il était en faveur d'une paix durable et non pas d'un simple arrêt des combats comme le souhaitent les Ukrainiens. Il n'a pas marqué le moindre fléchissement des positions russes, une position maximaliste de la part de Moscou, alors que des négociations semble être encore la priorité à Washington comme à Moscou, où Steve Witkoff, l'émissaire américain de Donald Trump, est attendu dans les heures qui viennent pour rencontrer Vladimir Poutine. Bonjour, lieutenant-colonel Vincent Arbarétier. Vous êtes historien militaire et docteur en sciences politiques et histoire contemporaine. On accueille également Ulrich Bouna. Bonjour. Analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe. Ma première question va s'adresser à vous, avec donc ces déclarations du président américain qui restent encore assez flou. On a 2 inconnus. Déjà à la première, cette localisation près de la Russie, ça veut dire quoi? Alors, déjà, c'est normal qu'ils ne donnent pas la localisation précise des sous-marins nucléaires. C'est un secret, premier point. Deuxième point, en fait, pour le coup, ça n'a pas vraiment de sens non plus. On est quand même sur que ce soit du balistique ou des missiles nucléaires, on est quand même sur des portées de plusieurs milliers de kilomètres. Donc, c'est pas repositionné. Et puis, de toute façon, des sous-marins sont toujours positionnés à des endroits où, justement, stratégiquement, ils peuvent atteindre différentes cibles. Donc,
On va dire qu'on est vraiment plus sur du signalement. Il n'y a pas véritablement... Peut-être qu'il y a 2 sous-marins qui ont bougé un peu, mais si vous voulez, fondamentalement, ça ne change pas la donne d'un point de vue militaire et stratégique. En revanche, c'est du signalement politique à la Russie, déjà pour dire à Dmitri Medvedev d'arrêter de faire des tweets un peu dans tous les sens. Mais je sais pas, Dmitri Medvedev, c'est vraiment l'écume des vagues. C'est probablement plus aussi un signalement à Vladimir Poutine pour lui faire comprendre que Donald Trump est vraiment sérieux par rapport à son ultimatum et qu'il a envie finalement que Vladimir Poutine réponde positivement à cette demande de cessez-le-feu. Ça ne veut pas dire qu'il y aura d'escalade nucléaire ou militaire derrière, mais ça veut dire qu'en tous les cas, que les États-Unis ne sont pas véritablement satisfaits de la réponse de Vladimir Poutine. Lieutenant-colonel Arbaretier, ce qui importe donc plus que la localisation de ces 2 sous-marins, c'est ce qu'ils contiennent, leur nature. Là aussi, il y a deux possibilités qui donneraient des signaux différents. Alors déjà, dire qu'ils se rapprochent de la Russie, ça ne veut rien dire, parce qu'ils peuvent être soit dans le Pacifique, soit dans la Baltique, soit ailleurs. Non, ce que veut Donald Trump, c'est contraindre Vladimir Poutine à aller à la table des négociations pour un cessez-le-feu. Mais comme les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas en manque de munitions, a priori, ils ont préparé depuis longtemps cette offensive d'été, ils veulent pas de cessez-le-feu. Le cessez-le-feu, c'est quand vous êtes les Ukrainiens ont des problèmes, c'est pour ça qu'eux veulent le cessez-le-feu. Ils sont en situation de faiblesse. Alors, s'ils voulaient vraiment aider les Ukrainiens, qu'est-ce qu'il pourrait faire Donald Trump? Il pourrait simplement appuyer l'action de l'armée ukrainienne avec des moyens américains, mais il ne peut pas le faire en Russie, donc il faut qu'il le fasse dans le Donbass, qui est normalement encore l'Ukraine, qui est à l'intérieur des frontières de l'Ukraine avant l'attaque du 22 février 2022. Et la deuxième chose, c'est aller jusqu'au bout de sa logique. C'est-à-dire qu'il dit à Vladimir Poutine, voilà, tu ne fais pas ça, eh bien moi, je vais, à partir d'aujourd'hui, on considère qu'on est en état de tension et je ne garantis pas donc vraiment lui faire peur. Alors, il y a la fameuse alerte nucléaire qu'avait déclenchée le président Nixon en 1973, après la troisième guerre israélo-arabe, la guerre du Kippour. Pourquoi? Parce que les soviétiques remplaçaient les Syriens dans les avions syriens et commençaient à se combattre les Israéliens. Mais voilà, le souci il est là, c'est que si Donald Trump, d'une manière ou d'une autre, ne fait pas reculer Poutine, eh bien il a perdu, il a la face. Et comme il est là, il prétend, et il est le chef de la première puissance mondiale, eh bien les Chinois, par exemple, ou même les pays qui le maltraitent actuellement, comme l'Inde et tout ça, eh bien on se dit, bon, pour reprendre une expression chinoise, les États-Unis sont un tigre de papier. Ulrich Bouna, on sent bien depuis le début de cette semaine l'escalade qu'il y a entre Washington et Moscou avec l'ultimatum du président américain à son homologue russe. Là, l'envoi de ces sous-marins, est-ce qu'on est à une situation inédite du point de vue des tensions? Alors, inédite, non. Quand même, si on compare à la crise des missiles de Cuba, on est quand même sur un cran en dessous. On part quand même de quelque chose qui est parti de quelques tweets. Donc, ça a escaladé rapidement. Mais effectivement, on n'est pas non plus sur le même niveau de tension. Et puis, c'est surtout qu'au-delà de cette rhétorique, il y a quand même de la part de l'administration américaine une tentative de conserver certaines portes ouvertes. Le 28 et le 29 juillet, Marco Rubio a dit qu'il y avait eu des négociations entre les deux parties, des négociations secrètes. Steve Witkoff va se rendre donc l'envoyé spécial de Donald Trump pour tout un tas de crises dans le monde, va se rendre au Kremlin pour discuter avec Vladimir Poutine. Donc, on va dire qu'il y a un petit peu 2 canaux parallèles. Il y a cette rhétorique qui est effectivement un peu escalatoire de la part de Donald Trump pour bien faire comprendre qu'il a envie d'arriver à un résultat. Et d'autre part, quand même, toujours cette tentative de laisser une porte à Vladimir Poutine, une porte diplomatique ouverte pour justement essayer de le ramener à la table des négociations et d'arriver à un cessez-le-feu. Mais pour l'instant, Vladimir Poutine reste silencieux, il ne répond pas. Eh bien, évidemment. Il attend, il observe... Et puis surtout, il va recevoir chez lui le négociateur, Monsieur Witkoff, qui va venir, je sais plus, c'est après, dans les prochains jours. Voilà, dans les prochains jours, après une visite à Gaza. Ça va pas être très reposant pour lui non plus. Et donc là, il va commencer à négocier avec lui, mais loin des caméras. Et ensuite, on verra ce qu'il en ressortira le jeudi 7, parce que c'est bien ça c'est ça la deadline. Sur le front, allez, on va voir comment ça se passe également, puisque les autorités russes ont dénombré 3 morts après des frappes ukrainiennes en Russie. C'était la nuit dernière. Elles ont touché le sud du pays, à Rostov, à la frontière avec l'Ukraine, donc à Penza également, ou encore à Samara, pourtant à 800 km de l'Ukraine. Guillaume Tac, vous êtes notre correspondant à Kiev. L'armée ukrainienne qui a tiré de très nombreuses salves de drones sur son ennemi de l'Est cette nuit. Oui, effectivement, selon les autorités russes, la défense aérienne russe serait parvenue à abattre 112 drones ukrainiens
mais un certain nombre d'entre eux auraient frappé 4 régions différentes de Russie, et notamment dans la région de Samara, comme vous le disiez, qui pourtant est assez éloignée des frontières ukrainiennes. L'Ukraine serait parvenue à frapper une raffinerie de pétrole. Il y avait des vidéos de l'explosion qui circulaient sur les réseaux sociaux. Donc ça démontre les capacités croissantes, grandissantes de l'Ukraine pour frapper des cibles stratégiques dans la profondeur en Russie. Effectivement, et loin de l'escalade rhétorique entre Washington et Moscou, la guerre, elle, suit son cours. Les Russes avancent toujours dans l'est de l'Ukraine, bien qu'au prix de lourdes pertes, particulièrement dans la région de Donetsk. Et les deux pays échangent des vagues successives de drones, même s'il faut le rappeler que les frappes ukrainiennes semblaient avoir pris pour cible des objets stratégiques et énergétiques, tandis que la dernière grosse attaque de drones russes ici en Ukraine a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi à Kiev, dans la capitale, et a tué 31 personnes, dont 50 autres. Merci Guillaume Tac, correspondant BFM TV à Kiev. On parle justement de ces deux stratégies, peut-être, lieutenant-colonel, qui ont l'air de s'opposer, entre la Russie, qui a plutôt l'air d'avoir une stratégie qui cible les populations civiles, à une stratégie de lassitude, là où on a l'impression que l'Ukraine, elle, vise des sites stratégiques. Alors en fait, voilà, les deux intentions ne sont pas les mêmes. D'un côté, Vladimir Poutine cherche à faire craquer la population ukrainienne pour qu'elle fasse pression sur Zelensky qui demande la paix, comme ils savent aussi que Zelensky a des problèmes sur le front actuellement. Et puis de l'autre côté, les Ukrainiens cherchent, comme ils l'ont toujours fait, non pas à frapper des cibles civiles, parce que eux, leur but, c'est pas d'éliminer la Russie, et puis ils tiennent au contraire à avoir des liens corrects avec la Russie qui les respectent. Donc eux, c'est tirer sur des alimentations du champ de bataille, en véhicule, en avion, tout ça. Donc ce sont des centres de production de drones. Mais les 3 pauvres personnes qui sont décédées sont des contre-coups d'un débris qui tombe sur une maison et voilà, qui met la maison au feu. Donc si vous voulez, il n'y a pas de volonté délibérée des Ukrainiens, et c'est tout à leur honneur de vouloir tuer des gens pour faire craquer l'opinion russe. Ils n'en ont pas besoin et ils ne veulent surtout pas être comparés en cela à l'ennemi russe. Vous avez d'un côté, Ulrich, cette déclaration de Vladimir Poutine il y a quelques jours qui dit vouloir une paix durable. Volodymyr Zelensky qui veut rencontrer, pourquoi pas, son homologue russe. Donald Trump qui veut continuer à négocier tout en envoyant des sous-marins. La paix durable, oui, mais des attaques encore entre la Russie, en Russie et en Ukraine. On est dans une situation très paradoxale. Comment concilier à la fois la pression maintenue sur le terrain et cette volonté de discuter, de dialoguer, de négocier? De la part des Russes, en fait, Vladimir Poutine a toujours dit qu'il était pour une paix durable. En fait, c'est les conditions de la paix qui sont intéressantes à suivre derrière. C'est-à-dire que pour lui, en fait, la paix, ça signifie la capitulation de l'Ukraine, la renonciation à l'ensemble des territoires occupés par la Russie. Et plus, le fait que l'Ukraine serait désarmée, le fait que l'Ukraine couperait grosso modo les ponts avec les pays occidentaux, un changement de régime à Kiev. Donc en fait, c'est un petit peu une espèce de liste un peu à la Prévert de la part de Vladimir Poutine. Et donc, en fait, finalement, Vladimir Poutine, lorsqu'il dit qu'il veut une paix durable, ça signifie je veux du coup une paix durable qui adresse ce qu'il appelle les causes profondes de la guerre, donc tout ce que je viens de dire. Et finalement, ce sont des conditions qui sont absolument inacceptables pour les Ukrainiens, parce que ce serait capituler en race campagne après 3 ans de guerre. Donc effectivement, Vladimir Poutine, étant donné que ces objectifs-là, il n'arrivera pas à les obtenir sur la table des négociations, il poursuit sa guerre tout en se disant finalement, ma foi, je peux poursuivre ma guerre tant que je ne reçois pas des sanctions suffisamment importantes qui m'imposeraient de recalculer finalement un petit peu le bénéfice-risque de cette guerre. Je peux continuer ma guerre et tout en espérant que les Ukrainiens au bout d'un moment se lasseront, la population se lassera et finalement viendra à la table des négociations. Brièvement, lieutenant-colonel Arbaretier, on a l'impression que sur le papier, on n'a jamais été aussi près d'arriver à une conclusion de paix, puisque tout le monde a l'air d'être d'accord, mais qu'en réalité, on n'y est pas du tout. Il n'y aura pas de paix parce que les objectifs sont trop divergents, même pour les Ukrainiens, si vous voulez. Si Donald Trump arrive à contraindre la Russie à un cessez-le-feu, mettons, d'un mois, eh bien, aucun des deux partis ne sera satisfait. Pourquoi? Parce que les Russes voudront récupérer tous leurs oblasts et puis voudront dissocier les Ukrainiens des Occidentaux, c'est-à-dire ne plus n'avoir une Ukraine que fictive et pas une Ukraine qui ait l'autonomie de sa décision politique. Et puis du côté des Ukrainiens, eux, ce qu'ils cherchent, c'est à reprendre des oblasts, la partie des oblasts qui a été conquise par les Russes, et à reprendre la Crimée. Et M. Zelensky n'a jamais renoncé à cet objectif. Donc si vous voulez, vous avez deux objectifs qui sont complètement contradictoires, mais il va bien falloir un jour ou l'autre qu'un arbitre
qui ne peut pas être complètement des États-Unis, parce que les États-Unis, historiquement, depuis Joe Biden, ont aidé les Ukrainiens. Donc, si vous voulez, Donald Trump, il est bien embêté parce qu'il est l'héritier involontaire de la situation que lui laisse Joe Biden. Il a beau la renier, elle lui revient dessus, et ce qui est bien normal. Puis dans 4 ans, ce sera un autre président. Donc voilà, donc les Américains, eux, ne peuvent pas être jugés partis. Il faudrait que l'ONU, avec d'autres pays importants, et là, on pense à la Chine. La Chine, elle joue un rôle d'allié objectif des Russes. Elle pourrait très bien, avec les États-Unis, obliger les Russes et les États-Unis obliger les Ukrainiens à cesser le feu. Mais les Chinois ne le font pas, parce que eux veulent récupérer Taïwan d'une manière ou d'une autre. Merci beaucoup à vous deux pour ces analyses. Retour en France avec le risque incendie. Une nouvelle fois élevé dans le sud du pays. Je vous rappelle que 8 départements sont placés en vigilance orange au feu de forêt par Météo France. Parmi ces départements, les Bouches-du-Rhône, le Var et les 2 départements corse. Je vous parle notamment de la Corse parce qu'on a eu cet après-midi 2 départs de feu. Un du côté d'Oleta, 30 hectares parcourus. L'autre du côté de Poggio d'Oleta, on n'est pas loin, 10 hectares qui ont brûlé. Le Var aussi avec un départ de feu du côté de Saint-Julien. On est vraiment à l'intérieur des terres. 5 hectares parcourus. Un feu qui n'est pas fixé. Vous voyez actuellement à l'écran cette carte des massifs des Bouches-du-Rhône, département concerné aussi par cette vigilance. Tous les massifs sont fermés. Et on va aussi regarder la journée de demain, puisque le département va passer en vigilance rouge, Loïc Rivière. Le vent va encore accélérer d'ici demain, dans les Bouches-du-Rhône notamment, mais pas seulement. Le risque concerne tout le bassin méditerranéen. C'est du orange pour l'instant, pour aujourd'hui. Il faut noter également une carte noire pour Bison Futé. Vous êtes nombreux sur la route, notamment sur l'autoroute A7, la 8, la 9. On l'a vu la semaine passée, la plupart des départs de feu ont eu lieu en réalité très près des autoroutes, si ce n'est sur l'autoroute. La plus grande vigilance est donc recommandée avec ce vent qui file à 70 km/h pour aujourd'hui. Il va encore accélérer d'ici demain, Mistral Tramontane jusqu'à 80 km/h. Cette fois-ci, c'est probablement le facteur déterminant pour la propagation des incendies. En ce qui concerne le déclenchement, on compte sur vous. Dans 9 cas sur 10, l'origine est humaine, tout simplement. Alors ce vent va tout de même retomber en début de semaine prochaine après cette alerte maximale pour cette journée de dimanche. Il va s'essouffler, notamment mardi, et il va tourner les jours suivants. Les températures vont augmenter sensiblement. Là aussi, autre paramètre à surveiller, avec des pointes possibles à 36 voire 40 degrés sur un large quart sud-ouest et même jusqu'en vallée du Rhône. Le risque d'incendie va probablement augmenter dans le courant de la semaine prochaine en direction du sud-ouest, peut-être même vers le nord du pays également. L'un des autres dangers de cet été, ce sont les baignades avec ce risque de noyade et les autorités qui appellent à respecter les consignes affichées. Et pour cause, regardez, Santé publique France signale une hausse des décès par noyade, 193 entre début juin et fin juillet. Plus 45% par rapport à l'année dernière. Hugo Smag est à Noirmoutier en Vendée. Les acteurs de la prévention sont mobilisés pour éviter ces situations dramatiques, Hugo. Aujourd'hui, c'est un jour de chassé croisé avec beaucoup de vacanciers qui arrivent ici sur l'île de Noirmoutier. Alors la vigilance est au maximum. Vous pouvez voir derrière moi, pour le moment, la plage et la mer est plutôt calme, mais on reste très vigilant et c'est pour ça qu'on est avec Louison. Louison, vous êtes chef de poste ici sur cette plage des Sablots à Noirmoutier. Vous êtes de la SNSM des sauveteurs en mer. Aujourd'hui, quels sont les points de vigilance à avoir ? Ça va être au niveau déjà de la chaleur. Il commence à faire plutôt beau. Et après, malgré que la mer soit plutôt calme, toujours rester vigilant, regarder, veiller sur ses enfants, faire attention, connaître son état et toujours bien vérifier le panneau météo et se baigner dans les limites surveillées, ou au moins nous, on peut intervenir en cas de problème. Depuis le début de l'été, on a beaucoup de noyades, on parle de 45% en plus. Depuis juillet, ici, il y a déjà eu des interventions importantes. Ouais, sur le mois de juillet, il y a eu une noyade. Et après, il y a eu plusieurs autres grosses interventions, jusqu'à notamment un arrêt cardiaque. Donc malgré tout, toujours rester vraiment très vigilant et ne pas relâcher la vigilance encore pour le mois d'août et essayer de faire baisser ce chiffre. Justement, comment on explique un peu ces accidents qui arrivent ? Déjà, c'est l'été qui est particulièrement beau cette année, contrairement aux 2 derniers étés qui étaient beaucoup moins ensoleillés. Et après, plus de baigneurs, plus de risques. Des gens qui savent des fois pas nager ou qui savent nager,
Et ça peut être des causes souvent naturelles. Ça arrive, plus il y a de baigneurs, plus on multiplie les risques. Et c'est là où ce genre d'accident peut arriver rapidement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc il faut rester effectivement très vigilant, bien appliquer les conseils qui vous ont été donnés. Et si vous voyez quelqu'un en difficulté, n'hésitez pas à faire le 16 ou le 196. Ça vous permettra d'appeler directement les sauveteurs en mer afin qu'ils puissent intervenir. 16h19 dans le volet judiciaire à présent de notre actualité. Le parquet de La Roche-sur-Yon a requis hier un procès pour meurtre par conjoint à l'encontre de Michel Pial. Il est accusé d'avoir tué sa femme Karine Esquivillon en 2023 et c'est désormais au juge d'instruction de trancher. Le suspect continue de son côté de plaider l'accident. L'une des filles du couple a livré son témoignage à BFM TV. Arnaud Paillard avec Mathias Tesson, Maxime Brunstetter et Clément Gauvin. Ce qui s'est passé reste traumatisant et laisse des cicatrices. Des cicatrices et des questions toujours sans réponse. Plus de 2 ans après le décès de Karine Esquivillon, sa fille Eva-Louise est toujours en quête de vérité. C'est très très long, la vie continue, mais elle continue différemment. Et je sais que certaines questions resteront sans réponse, mine de rien, parce qu'il n'y a que lui qui les détient et il nous les donnera jamais, hein, ça c'est sûr. Le 27 mars 2023, Karine Esquivillon disparaît sans laisser de traces. Michel Pial, le père d'Eva-Louise, affirme alors être convaincu qu'elle est partie de son plein gré. Mais 3 mois plus tard, il passe aux aveux. Le corps de la quinquagénaire est retrouvé. Michel Pial évoque alors un accident en manipulant une arme, impossible pour sa fille. C'est compliqué de vivre dans un environnement que de mensonges et quand ces mensonges vont jusqu'à ce stade-là, ça l'est d'autant plus dans le sens où là c'est pas des mensonges comme il pouvait faire par moment sur des promesses ou ce genre de choses. Là ça reste quand même des mensonges sur un cas où il a quand même arraché la vie à ma mère. Une hypothèse également écartée par le parquet qui réclame un procès pour meurtre sur conjoint. Ça va être beaucoup d'émotions, ça va être quelque chose de très difficile, de très lourd, de très dur. On a peur de certaines questions qui peuvent venir après, sur lesquelles on va se poser. On a peur de le voir lui, on a peur des réactions. Enfin, c'est très compliqué et pour s'y projeter encore plus. C'est désormais au juge d'instruction de trancher. En attendant, Michel Pial est toujours en détention provisoire. La date de son procès n'est pas encore connue. Pour le premier week-end de ce mois d'août, grand chassé-croisé sur les routes de France. La journée est classée noire par bison futé dans le sens des départs, dans le sens des retours. Vous le voyez, c'est rouge du côté du pourtour méditerranéen avec déjà plus de 1000 km d'embouteillage qui ont été enregistrés à la mi-journée. Et justement, dans ces bouchons, comment ça se passe avec les enfants à l'arrière qui vous demandent quand est-ce qu'on arrive. Notamment, on voit tout ça avec Adrien Spiteri. Ah, merci Jules, c'est sympa. Pour Magali et ses proches, il est l'heure de se restaurer. Parti à 5h d'Ille-et-Vilaine ce matin, cette famille a encore de la route. Là, du coup, on se rend dans le Jura, à Lons-le-Saunier. On va retrouver des amis. Une journée classée noire dans le sens des départs, alors forcément le temps de trajet est rallongé. Mais certains vacanciers tentent de relativiser. Tant pis, c'est comme ça. Hein. On n'a pas le choix, là, non ? Seul problème selon certains, le prix de l'essence à la pompe. Mais ici sur l'autoroute A7, ce père de famille a une astuce. On est sorti de l'autoroute et on a fait le plein en dehors de l'autoroute pour pouvoir justement limiter. Et puis on a repris l'autoroute derrière. Et pour les vacances, certains ont choisi le camping. Allez, c'est parti. Oh, mais super. Comme sur la route, dans cet établissement vendéen, c'est le grand chassé-croisé. Ce matin, c'est 47 départs. Cet après-midi, 62 arrivées. Donc vous voyez, en quelques heures, il faut que le camping soit de nouveau prêt pour les prochains. Un check-out, c'est à peu près 5 minutes. On fait le tour du mobil-home et aussi on interroge le client pour savoir si ça s'est bien passé, s'ils sont contents. Le camping affiche complet pour les 3 prochaines semaines. Un seul souhait pour Céline, la directrice, que le soleil soit au rendez-vous. Et pour ceux qui évitent la route et qui prennent le train, eh bien on a une petite astuce aujourd'hui pour vous faire des économies. La SNCF propose une réduction de 25% sur un voyage aller-retour. Ça se passe une fois par an, uniquement durant vos congés. Alors ce dispositif, il est peu connu et pourtant, il concerne une majeure partie des Français. On voit ça avec Carla Plomb et Hugo Dorsemel. Et si pour vos vacances d'été, vous pouviez bénéficier d'une réduction de 25% sur un trajet de votre choix ? Un joli coup de pouce qui pourtant existe, mais vous êtes nombreux à ne pas le connaître.
C'est intéressant si on n'a pas forcément de tarif réduit et qu'on n'a pas forcément des gros moyens. C'est très bien pour les familles parce que les temps sont durs. Vu le prix des billets, maintenant, c'est sûr que c'est peut-être quelque chose que je vais regarder. Ouais. Comme de nombreux Français, vous êtes sûrement éligible au billet congé annuel de la SNCF. Que vous soyez salarié, fonctionnaire, artisan, retraité ou même demandeur d'emploi, vous pouvez en faire la demande sur leur site pour vous et votre famille. Alors oui, il faut un peu s'armer de patience. D'abord, demandez au chatbot le formulaire, le remplir, le faire tamponner à son employeur, le renvoyer, attendre quelques jours une confirmation, puis enfin se déplacer en gare pour acheter votre billet. Ce dispositif a beau être ancien, 1936 pour célébrer les premiers congés payés, il a encore de très beaux jours devant lui. Et puis ça permet surtout aux voyageurs qui ont peu l'habitude de prendre le train de bénéficier d'une réduction. Et puis c'est plutôt positif, on va dire, d'un point de vue plutôt environnemental, ça peut permettre d'avoir plus de gens dans les trains et moins sur la route. Attention tout de même, cette réduction n'est pas cumulable avec les offres promotionnelles ou les cartes avantages. Et pour ceux qui sont arrivés à destination et qui ont choisi la mer, on vous l'a dit, attention aux baignades, il y a des risques dans l'eau, il y a également des risques lorsque vous êtes à bord de vos bateaux. Vous êtes très nombreux, plaisanciers, notamment ces vacances, et c'est le cas dans la Manche. Et même sur l'eau, il y a des règles à respecter. La préfecture, d'ailleurs, multiplie en ce moment les contrôles et les opérations de prévention. Stéphanie Zenati avec Axel Monnier. En pleine manœuvre sur son voilier, Francis accueille des passagers un peu particuliers. On va affaler les voiles à ce moment-là. Ou alors je vais faire demi-tour comme ça. Oui, prenez votre temps, prenez votre temps. L'équipe d'agents maritimes du Calvados est venue contrôler ce plaisancier. Là, je prends les renseignements concernant le navire. Donc, je vérifie l'immatriculation, la puissance, la longueur, le nom. Extincteur périmé depuis 31 décembre 2020. Tous les équipements de sécurité sont inspectés. Les gilets, vous les avez? Est-ce que je vais pouvoir regarder? C'est les cartouches qu'il y a dedans, s'il vous plaît. Et après quelques minutes, le verdict tombe. Pour vous, tout est en règle? Oh bah, il y a ici pas totalement tout, puisqu'il y avait une petite date de péremption sur un extincteur, mais bon, ça va être vite corrigé, ça n'a pas de problème. Et vous faites régulièrement contrôler? Je crois que c'est la première fois de ma vie. Comme chaque année dans la Manche, alors que les vacanciers sont nombreux à profiter de la mer, des opérations comme celle-ci sont organisées. Et au-delà des vérifications d'usage, c'est aussi l'occasion pour ces agents de sensibiliser les apprentis marins. On est plutôt effectivement sur des journées à destination de pédagogie et pas sur de la répression. On en profite aussi pour faire des rappels sur la réglementation en matière de pêche de loisirs, qu'est-ce qu'on peut pêcher, les tailles, marquer les captures. L'année dernière, 1102 contrôles ont été réalisés dans la Manche et dans la mer du Nord, dont 354 ici, dans le Calvados. Parmi eux, 17 infractions ont été relevées. La météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Profitez de la météo avec Plouf, le maillot qui fait flotter pour reprendre le sport, booster vos performances ou profiter d'eau en toute sécurité. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec Imaprotect. Alarme et télésurveillance. Nous débutons à Aubagne, si vous le voulez bien, avec un risque d'incendie déjà élevé. Il sera extrême, une alerte maximale pour cette journée de dimanche. Tout le bassin méditerranéen sera concerné en réalité avec des rafales à 70-80 km/h. Une chaleur pour l'instant relativement modérée, mais elle va vite s'intensifier. En réalité, cette chaleur caniculaire stationne en direction de l'Afrique du Nord en ce moment. Quand l'anticyclone des Açores va remonter progressivement, les températures vont s'envoler. Il y a déjà une vigilance orange canicule en direction de l'Espagne où on attend des pointes à 45 degrés en milieu de semaine prochaine. En ce qui nous concerne, probablement des pointes à 36 voire 40 degrés également sur un très large quart sud-ouest. Ce sera plutôt
pour la fin de la semaine. En remontant vers le nord, on va renouer avec les 30 degrés. Pour l'instant, il faut se contenter de 20, 25 degrés, notamment ce dimanche, sous les nuages bas, nombreux dans le Grand Est. Il y aura également des brouillards sur ce secteur. Et il y a cette perturbation qui va longer les côtes de la Manche. Elle donnera quelques pluies sur la côte d'Opale dans le courant de l'après-midi. Il faudra descendre vers le Val-de-Loire pour retrouver un temps plus lumineux, plus ensoleillé, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Méditerranée. Un peu d'instabilité simplement sur les reliefs. Là, vous aurez une vingtaine de degrés pour débuter cette journée, 14 à Paris. Dans l'après-midi, ça va se radoucir dans le nord du pays, de 22 à 26 degrés en général, jusqu'à 30 degrés sur les bords de la Garonne et 32 degrés notamment à Perpignan. Alors ce sera encore assez mitigé au nord en début de semaine. Ce lundi, cette perturbation va peu à peu se décaler vers le sud. On va la retrouver mardi, mais assez atténuée. Et à partir de mercredi, le flux va basculer. Les températures vont bien monter. Des températures parfois 10 degrés au-dessus des moyennes de saison d'ici à ce vendredi. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? C'était la météo avec Plouf, le maillot qui fait flotter pour reprendre le sport, booster vos performances ou profiter d'eau en toute sécurité. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. 16h30 sur BFM TV, bienvenue si vous nous retrouvez dans l'après-midi info à la une de ce nouveau journal. Le risque incendie très important dans le sud du pays, 8 départements en vigilance orange au feu de forêt par Météo France, des départs de feu cet après-midi en Haute-Corse ou encore dans le Var avec d'importants moyens déployés dans les Bouches-du-Rhône aussi. Tous les massifs sont interdits d'accès, on sera sur place dans un instant. La mise en examen et le placement en détention provisoire de l'ATSEM suspecté de viol et d'agression sexuelle aggravée sur une quinzaine d'enfants à Vic-la-Gardiole dans l'Hérault. La ville de Montpellier révèle que l'employé faisait également partie de ses effectifs pendant plus de 10 ans. On parlera aussi du contexte entre les États-Unis et la Russie avec les sous-marins nucléaires envoyés par Donald Trump qui sont arrivés près de la Russie. Le président américain n'a pas apprécié les propos provocateurs de l'ancien président russe Medvedev. On commence avec le risque incendie très important dans le sud du pays. Vous voyez cette carte, 8 départements sont en vigilance orange par Météo France. Des départs de feu recensés cet après-midi en Haute-Corse et dans le Var. Dans les Bouches-du-Rhône, pour l'instant, rien d'exceptionnel, mais une vigilance accrue puisque 25 massifs sont interdits d'accès. Clémence Fournival est sur place dans les Bouches-du-Rhône. Avec donc cette vigilance maximale, je le disais Clémence, et des bénévoles qui patrouillent. Oui, depuis ce matin, on a rencontré des scouts, des éco-gardes. On a été voir aussi les marins-pompiers, puisqu'on aussi on a croisé une centaine de personnes, des touristes, qui voulaient passer la journée dans le parc national des Calanques. Mais c'est interdit. Toute personne qui franchirait la barrière qui se trouve derrière moi peut être exposée à une amende de 135 €, parce que les Bouches-du-Rhône est le département le plus exposé au risque de feux de forêt en France métropolitaine. Donc tous les massifs forestiers sont classés en zone rouge, c'est-à-dire interdits d'accès. Il est interdit d'y circuler, mais aussi de faire des travaux. Et la préfecture appelle à la plus grande vigilance car les conditions météorologiques sont particulièrement défavorables avec des rafales de vent allant jusqu'à 60 km/h. Quelques chiffres. À Marseille, les marins-pompiers ont mobilisé jusqu'à 170 personnes en renfort sur le terrain et 350 marins-pompiers en garde dans les casernes. Côté Bouches-du-Rhône, le dispositif prévoit 360 hommes déployés sur le terrain en plus des 480 mobilisés dans les casernes. Pour rappel, 9 feux de forêt sur 10 sont d'origine humaine, souvent liés à l'imprudence. Clémence Fournival à Lumini avec Anne Boisise pour BFM TV. Bonjour Charles Groux, vous êtes expert en sécurité incendie chez IP2S. Merci d'avoir accepté notre invitation. On aimerait déjà avec vous faire un état des lieux. Quels sont les paramètres aujourd'hui en termes de météo, en termes de climat qui sont particulièrement surveillés ? Aujourd'hui, ce qui va être surveillé entre aujourd'hui et demain, c'est les paramètres du vent. On surveille la règle des 3-30, un vent à plus de 30 km/h, une sécheresse avec des températures à plus de 30 degrés et un taux d'humidité inférieur à 30%. Et là, toutes les conditions sont réunies pour qu'on soit retrouvé en risque maximal. C'est pour ça que la région a été classée en vigilance orange et rouge et l'interdiction à tous les massifs a été mise en place.
Les récents incendies ont souvent commencé près des autoroutes. C'est le cas notamment du côté de Marseille il y a quelques semaines. Ce sont des axes particulièrement à risque, surtout en ce week-end de chassé-croisé, les routes. On sait que, comme le disait votre collègue, 9 incendies sur 10 sont d'origine humaine. Donc effectivement, plus il y a d'activité humaine, plus il y a de risque d'incendie. Et là, en cette période de chassé-croisé, on le voit, 1000 km de bouchons, c'est une grande partie du nord de la France qui descend dans cette région. Et effectivement, les risques sont largement augmentés. Donc on en appelle à la plus grande prudence et au bon sens, de ne pas jeter de mégots, pas jeter les cendres de barbecue quand ils sont terminés, les laisser dedans. Voilà. Ces incendies, on en a signalé quelques-uns, des départs de feu de quelques dizaines d'hectares en Haute-Corse, dans le Var également. Aujourd'hui, on peut s'attendre à pire avec les conditions météo, peut-être des prochaines heures ou encore demain ? On peut s'attendre à pire à partir du moment qu'il y a un départ du feu et du vent. Effectivement, ça peut aller très vite. Donc les secours en France sont très bien organisés. On met des camions de pompiers feux de forêt dans différents endroits pour être à proximité des sites sensibles et faire des attaques massives en cas de départ de feu. À noter qu'on est bien conscient que ce risque est important. Il y a d'autres équipes de pompiers qui sont descendues d'un peu partout en France, notamment le Poitou, l'Île-de-France, le Cher, qui a envoyé des équipes de pompiers en renfort pour aider leurs confrères du Sud. Merci beaucoup Charles Groth, expert en sécurité incendie chez IP2S. Merci d'avoir été avec nous sur BFM TV. Autre risque de l'été, celui des noyades avec ce chiffre. 193 décès recensés entre le 1er juin et le 23 juillet. C'est 45% de plus que l'an dernier sur la même période. Oui, une augmentation qui pourrait s'expliquer entre autres par la canicule en début d'été qui a davantage poussé les Français à aller se rafraîchir en mer par exemple. Et même quand la météo est loin d'être estivale, il faut faire attention, ne baissez pas la garde. Reportage de Pierre-Louis Bousset avec Tanguy Tricoire. Un vent bien présent et un ciel plutôt couvert sur cette plage de Trouville. Pas vraiment la météo idéale pour faire trempette, et c'est sans compter sur le risque pour les baigneurs imprudents. Moi je sais que je vais pas très loin en mer quand je nage, je prends pas de risque. Il faut pas trop s'éloigner non plus, faire attention au courant. Entre le 1er juin et le 23 juillet, 193 décès par noyade ont été recensés en France. C'est 45% de plus qu'à la même période l'an passé. Une tendance dramatique touchant particulièrement les enfants et les adolescents. Santé publique France pointe le rôle des fortes températures qui ont poussé de nombreuses personnes à se rafraîchir. Les autorités sanitaires rappellent que les noyades surviennent plus fréquemment en cas de consommation d'alcool ou de baignade non surveillée. Le message de prévention important à faire passer, c'est baignez-vous pendant les horaires de surveillance sur les plages équipées d'un poste de secours avec des nageurs sauveteurs. Sur les 193 noyades mortelles recensées, 79 se sont produites en mer. Du nouveau sur l'enquête concernant cet employé d'une école maternelle de Vic-la-Guardiole, c'est dans l'Hérault, accusé, je vous le rappelle, d'agression sexuelle et de viols aggravés sur 9 enfants âgés de 3 à 4 ans. Les cas de 6 autres enfants sont actuellement examinés par les forces de l'ordre. Et il y a du nouveau puisque la mairie de Montpellier annonce également que cette même ATSEM avait été employée de la ville de Montpellier entre 2014 et 2024. La municipalité déclare ne pas avoir reçu de signalement de faits similaires à ceux pour lesquels elle est actuellement mise en examen. Reportage de Célia Vallée, Mathieu Le Peignet avec Bastien Cochet. Depuis 3 jours, la vie s'est comme arrêtée dans la petite commune de Vic-la-Guardiole face à la gravité des accusations. C'est révoltant. Vous ne pouvez jamais savoir comment la personne que vous croyez très bien et hors tout soupçon, en fait, est dans sa vraie personnalité, ce qu'elle va faire. Une quinzaine d'enfants entre 3 et 4 ans susceptibles d'avoir été abusés sexuellement par une ATSEM de 59 ans qui travaille dans cette école. Les faits visés concernent des actes de pénétration digitale et de masturbation. Ils sont susceptibles d'avoir été commis au moment des siestes et dans les toilettes de l'école entre le 1er octobre 2024 et ce 2 juillet. D'après la mairie de Montpellier, contactée par BFM TV, la mise en cause a avant cela longuement travaillé pour la municipalité. Je vous confirme sa présence dans les effectifs de la ville de Montpellier en tant qu'ATSEM depuis 2014. Elle s'est mise en disponibilité de la ville de Montpellier en octobre 2024. En l'état de nos vérifications, nous n'avons pas connaissance de signalement particulier de la part de sa hiérarchie ou des familles.
10 années passées donc à exercer au contact des enfants à Montpellier, ce qui nourrit les inquiétudes de cette avocate. Lorsque l'on voit son parcours professionnel, on est juste en droit légitimement de s'interroger si pendant les 10 années où elle a exercé en qualité d'ATSEM, il n'y a pas eu d'autres actes qui auraient pu être commis à l'encontre de très très jeunes enfants. La suspecte nie les faits qui lui sont reprochés et dénonce un complot organisé par la mairie de Vic-la-Gardiole à son encontre. Elle est pour l'heure maintenue en détention provisoire. Et on est en ligne avec Mélène Descambal, qui est psychologue de l'éducation nationale. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Au-delà de cette affaire, comment est justement gérer ce genre de situation dans les écoles? Quelle pédagogie, quelle prévention? Alors oui, c'est vrai que ce genre d'acte effroyable questionne beaucoup sur les limites de ce qu'on peut mettre en place en tant que prévention et puis accompagnement de ces situations. Donc c'est très rare, mais l'éducation nationale a mis en place effectivement de la prévention. C'est toute une communauté qui normalement est mobilisée. Il faut rester toujours vigilant sur ce que disent les enfants, à accueillir leurs paroles. Et ce sont des regards croisés sur les changements de comportement, les attitudes qui seraient différentes. Et il ne faut jamais hésiter, si on a le moindre doute, à en parler. Il y a des numéros nationaux qu'on peut solliciter, comme le 119, si on se pose des questions. Sinon, bien sûr, il y a les équipes des écoles. Les psychologues de l'éducation nationale sont là pour répondre et accompagner en cas d'inquiétude. Et toutes ces situations, bien sûr, sont prises en charge parce que là, c'est un énorme choc pour cette communauté. Et j'ai tout mon soutien aux familles affectées et à toutes les personnes qui s'inquiètent, évidemment, de ce qui peut arriver dans les écoles. Bien évidemment. On imagine que dans l'éducation nationale, les profils des personnes qui interviennent auprès des plus jeunes sont passés au crible avant de les recruter. Mais il y a peut-être cette question aussi autour de la pédocriminalité qui concerne les femmes. Elle est peut-être moins documentée. On a l'impression qu'elle passe peut-être plus sous les radars. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc là, je ne peux pas parler de cette situation singulière, mais de façon générale, c'est vrai que c'est effectivement beaucoup plus rare, mais cela existe, malheureusement, comme on peut le voir. Et donc, c'est tout acte pédocriminel peut venir de n'importe quelle personne, même un mineur. Donc, il s'agit toujours de rester vigilant, d'apprendre aux enfants, aux enseignants à être... il y a toute une pédagogie qui est mise en place. Cela fait partie de tous les nouveaux programme aussi d'enseignement de compétences psychosociales où on apprend à respecter le corps de l'autre, qu'il y a des gestes qui sont déplacés. Il y a une sensibilisation bien plus importante maintenant avec toutes les révélations récentes qui ont été faites. Malheureusement, des drames comme celui-ci arrivent, même s'ils restent assez exceptionnels. Merci beaucoup, Mélène Descambal, psychologue de l'éducation nationale, d'avoir été avec nous. 16h41 sur BFM TV. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'est ce qu'a reconnu Donald Trump à la télé américaine ce matin, après avoir envoyé hier soir 2 sous-marins nucléaires près de la Russie. Le président américain qui n'a pas du tout apprécié les propos provocateurs de l'ancien président Dmitri Medvedev. Une escalade qui intervient alors que Washington durcit le ton envers Moscou sur la guerre en Ukraine. Medvedev a dit des choses très graves concernant le nucléaire. Et vous savez, quand vous mentionnez le nucléaire, mon sang ne fait qu'un tour. Et je me dis qu'il vaut mieux être prudent, parce que c'est une menace automatique de sa part, et il l'a déjà fait auparavant. Donc nous serons toujours préparés. Et j'ai donc envoyé dans la région 2 sous-marins nucléaires, juste pour m'assurer que ces mots ne sont que des mots, et rien de plus que cela. Ils sont près de la Russie, je présume ? Oui, ils sont près de la Russie. Washington, notre correspondant BFM TV Antoine Lard. Antoine, on a vu tout au long de cette semaine un Donald Trump vexé par l'enlisement de la guerre et par l'absence de réaction russe, malgré ses coups de pression. Il joue sa crédibilité, Donald Trump ?
Oui, absolument. En fait, Donald Trump est à bout de patience, extrêmement frustré face à la Russie. En fait, il faut bien voir que lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche en janvier dernier, Trump était convaincu qu'il pourrait facilement convaincre Poutine d'arrêter les combats. Sauf que ça n'a pas marché, il n'a rien obtenu. Poutine lui tient tête et le mène en bateau. Et ça, Trump ne le supporte pas. Il ne supporte pas d'être impuissant face au maître du Kremlin. Pour ne rien arranger, l'ultimatum qu'il a lancé, pour le moment, n'a eu strictement aucun effet. Au contraire, même sur le terrain, les bombardements se sont intensifiés et donc aujourd'hui effectivement c'est l'ego et la crédibilité de Donald Trump qui sont en jeu, ce qui peut expliquer sa nervosité et ce qui explique aussi sûrement pourquoi il a réagi aussi vivement après les provocations de Dimitri Medvedev. Alors dans la presse américaine ce matin, certains estiment que Trump en envoyant ses sous-marins a surréagi. C'est le cas du New York Times par exemple qui écrit que la réponse de Donald Trump est disproportionnée et impulsive, surtout que, on le rappelle, Dimitri Medvedev à Moscou n'a strictement aucun rôle décisionnaire ou exécutif. Merci Antoine Hollard pour votre correspondance depuis Washington. On retrouve Ulrich Bouna, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe, et lieutenant-colonel Vincent Arbaretier, historien militaire et docteur en sciences politiques et histoire contemporaine. Ulrich Bouna, on entendait notre correspondant à Washington dire que par exemple certains journaux déclarent que cette nouvelle preuve que Trump montre les muscles vis-à-vis de la Russie, c'est une réponse disproportionnée. C'est vrai que pour le coup, on est quand même parti d'un tweet avec une conséquence du coup directe réelle de déploiement de sous-marins, enfin de déploiement, en tous les cas d'annonce de déploiement de sous-marins nucléaires parce qu'ils étaient déjà déployés. Mais par contre, ce qui est assez intéressant, je dirais, c'est déjà de comprendre qui est Dmitri Medvedev. Effectivement, il est coutumier de ce genre d'outrance nucléaire. Il a déjà dit qu'il fallait bombarder avec des missiles nucléaires un peu toutes les capitales européennes. Il a déjà parlé à de nombreuses reprises de l'holocauste nucléaire qui était au coin de la rue. C'est vrai qu'il n'a pas trop de poids en interne, mais effectivement, il est probable que Donald Trump ait déjà voulu probablement dire à Dmitri Medvedev ne pas paraître faible vis-à-vis de Dmitri Medvedev, quand bien même ce ne serait pas quelqu'un d'extrêmement important au niveau russe désormais. Mais c'est surtout qu'effectivement, c'est un signalement politique. C'est histoire de dire à la Russie et globalement à Vladimir Poutine, je suis sérieux lorsque je dis que je veux arriver à un cessez-le-feu et je commence à m'impatienter très fortement du fait de ne pas avoir de réponse sérieuse à mes offres de négociation. Et il est probable que justement, il espère que que l'envoi de M. Witkoff la semaine prochaine à Moscou, que ça amène un résultat. Et donc, c'est aussi une façon de préparer le terrain à M. Witkoff. Lieutenant-colonel Arbaretier, est-ce qu'il est pris au sérieux justement, Donald Trump, par la Russie là ? On le verra le 7. Parce que, oui, on ne peut pas ne pas prendre au sérieux le président des États-Unis, quel qu'il soit. Maintenant, il a été peut-être impulsif, mais ça, c'est la presse. Dans une démocratie aux États-Unis, il peut être jugé par les journalistes, par les opposants politiques. Mais oui, c'est le président des États-Unis. En fait, s'il n'essaie pas d'une manière ou d'une autre d'obliger Poutine, qui n'a aucun intérêt à engager une procédure de cessez-le-feu, à venir à la table des négociations, eh bien c'est pas la peine, parce qu'à ce moment-là, on peut lui dire, les autres pays verront, Donald Trump, il est fort avec le Brésil, il est fort avec les Européens, mais il est incapable de se faire respecter de Poutine. Et donc, d'autres pays, la Chine notamment, peut très bien en tirer des conclusions en se disant finalement, les Américains font beaucoup de bruit, mais ne font pas grand-chose. Et donc, on va en profiter pour prendre Taïwan, annexer Taïwan, voilà, et faire la politique du fait accompli. S'il ne fait rien, s'il n'avait rien fait, alors peut-être que c'est pas la bonne occasion, mais il n'y en avait pas d'autre, puisque Poutine reste dans son coin et ignore par son silence à l'égard de Trump, et il le fait exprès d'ailleurs pour ne pas avoir d'erreur à se reprocher par la suite vis-à-vis de Trump. Donc oui, il a eu raison, Trump, de tenir son rang de superpuissance. Merci lieutenant-colonel Vincent Arbaretier, merci également Ulrich Bouna. Tout de suite, l'infotrafic. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble.
Et on va parler de vos conditions de circulation ce week-end de chasse et croisée. Bison futé, voyez du noir. 1000 km de bouchons cumulés. C'est la barre franchie à la mi-journée. On va aller sur l'A10 en direction de Bordeaux. Retrouver Frédéric Fernandez où les vacanciers sont nombreux à éviter les bouchons, mais aussi à faire des économies. Oui, faire des économies, c'est même le maître mot, si je puis dire, lorsqu'on discute ici avec les automobilistes de cette autoroute A10. Alors, ils sont déjà ravis, ces automobilistes, de voir que le prix du carburant est bien en dessous de celui qui était à la pompe l'année dernière. Et puis, ils ont aussi leurs astuces pour économiser sur la route des vacances. Je vous propose donc de les écouter. C'était au micro de Gaëtan Malaquin. C'est appréciable. L'année dernière, pour le même plein, j'avais 5-6 euros de plus, oui. Ça va pas changer la vie sur des vacances, mais c'est vrai que c'est quand même mieux d'économiser. Surtout que sur des vacances, on doit faire quand même 4-5 pleins, donc ça fait tout de suite 20 ou 30 euros de moins sur 15 jours de vacances. On a fait des petites économies sur la nourriture. On a prévu à manger plutôt que d'acheter dans les aires d'autoroute. C'est toujours quelque chose où on sait qu'on peut économiser et faire des loisirs après derrière. On essaye de rouler un peu moins vite, 10 km/h moins vite, pour justement faire toutes ces économies de carburant. Oui. Et on ne fait surtout pas le plein sur l'autoroute non plus. Donc voilà, des économies bien sûr sur la route des vacances pour qu'ensuite justement ils puissent dépenser davantage une fois qu'ils sont arrivés sur leur lieu de vacances. Frédéric Fernandez avec Gaëtan Malaquin sur l'A10. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Au début du mois d'août, un mois d'été s'est écoulé pour les vacances. On va faire le point avec les professionnels du tourisme notamment et les secteurs associés. Bonjour Antoine Fontaine, vous êtes président de l'association des maîtres restaurateurs et également gérant du Mesturé. Alors les saisonniers, est-ce que c'est un élément important pour vous dans votre exercice, dans votre profession? Est-ce qu'ils ne sont pas devenus un peu trop gourmands? Certains secteurs dénoncent des difficultés de recrutement. Oui, bonjour à vous. C'est un élément essentiel pour beaucoup de nos confrères, en particulier sur les endroits de vacances. Et donc, on a besoin de ces saisonniers qui sont soit des professionnels, soit des étudiants. Alors, effectivement, le marché est un marché qui est tendu. Vous savez que de façon récurrente, il nous manque à peu près 200 000 personnes toute l'année. Et donc, pendant les vacances, ces périodes qui sont très fortes, le marché est encore plus tendu. Et donc, c'est normal que ces étudiants ou ces professionnels des saisons exigent un salaire, demandent un certain salaire. Alors on peut ou on peut pas. Chaque chef d'établissement est libre de prendre ou de pas prendre. Certains chefs d'établissement ont préféré, c'est comme ça, dans des endroits de vacances, de fermer un jour ou deux pour faire avec leur personnel habituel et de ne pas prendre de saisonniers. D'autres ont préféré effectivement de prendre des saisonniers pour je dirais répondre à la demande des clients. Donc chacun un petit peu choisit son mode de fonctionnement, mais effectivement le personnel saisonnier est un personnel saisonnier qui demande, mais il demande pas seulement un salaire, c'est pas le problème du salaire, c'est le problème également du logement et des mobilités. C'est très important parce que si ils doivent travailler dans des villes de vacances où les loyers sont assez chers, eux, ils doivent aussi payer un loyer, évidemment. Et donc, le salaire qu'ils ont, comme c'est des étudiants, pour payer leurs études à venir, il ne peut pas passer dans le loyer. Donc, ils sont obligés d'avoir une demande un peu importante en termes de salaire pour pouvoir couvrir le loyer probable qu'ils auront sur cette ville de vacances et pouvoir aussi mettre de l'argent pour leurs études qui vont venir. Vous parliez du loyer, mais il y a aussi une question d'offre. Quand on est dans des villes justement très touristiques, des fois les saisonniers n'arrivent tout simplement pas à trouver de logement. Ah ben c'est très clair. Moi j'ai des amis, je suis sur l'A10 en ce moment, et j'ai des amis en Charente-Maritime, restaurateurs, qui logent chez eux des saisonniers parce que ils ne trouvent pas à se loger. Donc il faut se débrouiller avec les saisonniers, il faut se débrouiller un petit peu comme on peut. Il faut se débrouiller. La période lointaine du nourri, logé, blanchi est terminée.
c'est terminé, mais à l'époque, il y a très longtemps de ça, il y a une quarantaine d'années, on avait des saisonniers nourris, logés, blanchis. Les choses ne sont plus ainsi, et par conséquent, il faut trouver des solutions, et des fois, la solution, c'est de loger chez vous, quand vous êtes patron, des saisonniers, ce qui n'est pas toujours agréable quand vous avez une famille, parce que ça fait beaucoup de monde dans la même maison, mais c'est des solutions que je connais, dont j'ai entendu parler. Merci beaucoup Alain Fontaine, président de l'Association des maîtres restaurateurs, de nous avoir livré votre retour d'expérience. Restez avec nous dans un instant. Nous reviendrons sur la situation entre les États-Unis et la Russie. Le président américain qui, après avoir fixé un ultimatum qui viendra à échéance jeudi prochain, a ordonné donc la mise en place de 2 sous-marins nucléaires américains près de la Russie, dit-il. Aucune réponse du Kremlin. Est-ce qu'on va vers une escalade des tensions entre les 2 pays? On en parle dans un instant. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Profitez de la météo avec Plouf, le maillot qui fait flotter pour reprendre le sport, booster vos performances ou profiter d'eau en toute sécurité. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Je vous propose de prendre un temps d'avance pour débuter. Le temps va radicalement changer la semaine prochaine. Les températures vont s'envoler. En réalité, les très fortes chaleurs stationnent dans le nord de l'Afrique. En ce moment, l'anticyclone des Açores va remonter vers le pays. L'Espagne est déjà en vigilance orange canicule avec des pointes à 40 degrés ce week-end et probablement jusqu'à 45 degrés en début de semaine prochaine. Sur un large quart sud-ouest, là aussi, on pourrait avoir des pointes à 40 degrés plutôt pour la fin de la semaine, cette fois-ci. Ça reste automnal, dans le même temps, dans le nord du pays. Ce dimanche, les nuages bas seront nombreux, parfois doublés de brouillard dans le Grand Est. Et il y aura cette perturbation qui va longer les côtes de la Manche. Quelques nuages dans un premier temps, puis quelques pluies sur la côte d'Opale, notamment dans le courant de l'après-midi. Les nuages vont se multiplier dans les Ardennes. Ce sera plus lumineux dans le Val-de-Loire, beaucoup plus ensoleillé de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Méditerranée. Le vent va encore accélérer. Le risque d'incendie sera maximal ce dimanche pour les Bouches-du-Rhône. Tout le pourtour méditerranéen sera concerné par ce risque élevé. On aura déjà une vingtaine de degrés sur ce secteur. Le matin, 14 degrés à Paris. Puis dans l'après-midi, ça va se radoucir dans le nord du pays, de 22 à 26 degrés en général. Une trentaine de degrés près de la Garonne et jusqu'à 32 degrés prévus ce dimanche en Méditerranée. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? C'était la météo avec Plouf, le maillot qui fait flotter pour reprendre le sport, booster vos performances ou profiter d'eau en toute sécurité. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Pour voir si tout allait bien, vous avez fait un bilan de santé. Complet le bilan. Pour votre reconversion, vous avez fait un bilan de compétences. Mais on ne devient pas boulanger comme ça. Et avec votre fils aussi, vous avez fait le bilan. Et après tout ça, pour vos assurances, vous ne feriez pas aussi un bilan? À la Matmut, nos conseillers vous proposent un bilan gratuit pour ajuster vos contrats d'assurance selon vos besoins et votre budget, y compris à la baisse. Et ça, c'est plus juste pour tous. Matmut, élu marque de l'année 2025. Alors Alicia, comment fait-on pour perdre du poids? En théorie, c'est très simple. Il faut un déficit calorique pour créer un choc pondéral, à savoir consommer moins de calories qu'on en dépense. Ouais, mais en pratique? En pratique, il faut faire les courses, il faut cuisiner, peser les quantités. Et c'est là que Comme J'aime fait toute la différence. Effectivement, fini la charge mentale, tout est clé en main. Et je peux vous dire que ça fonctionne, ça marche. J'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Alors commandez-les maintenant, les repas sont à partir de 3,92 €. Rendez-vous sur commej'aime.fr. C'est important le .fr. Et si une maison pouvait partir sauver des vies à l'autre bout du monde? En faisant un leg à Médecins du Monde, vous permettez aux plus vulnérables d'être soignés en France et partout dans le monde. Faites un leg à Médecins du Monde. Plus d'informations au 0805 489 489. Bonjour, c'est Aurélie de Carglass.
avec une chaleur pareille, forcément vous mettez la clim. Et si vous avez un impact avec l'écart de température, crac, ça peut se fissurer. Alors avant d'en arriver là, venez vite chez Carglass. Un impact chez nous, c'est simple. En 30 minutes, la réparation c'est fait. Nos clients nous le disent, c'est rapide et efficace. Et en plus, en ce moment chez Carglass, quand vous faites réparer un impact ou remplacer votre pare-brise, les balais d'essuie-glace Bosch sont gratuits. Alors prenez vite rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous au 30 44. L'appel est gratuit. Carglass répare, Carglass remplace. United Credit. En ce moment, profitez d'un prêt de 10 000 € au taux exceptionnel à partir de 4,5%. United Credit, enfin un crédit fait pour you. Et toi, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans une multinationale, mais j'ai démissionné. Ah bon? Là-bas, ce qui compte d'abord, c'est verser des dividendes aux actionnaires. Et là, maintenant? Maintenant, je suis dans la banque. Attends, je te suis pas là. C'est une banque sans actionnaires. Elle appartient à ses clients. Donc là, ce qui compte d'abord, c'est l'intérêt des clients. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Les amis, j'ai fait Comme J'aime il y a 7 ans et j'ai perdu 10 kilos et surtout, je ne les ai jamais repris. Comme J'aime, ça marche pour tout le monde. Angélique, 36 ans de Cournon d'Auvergne, conseillère financière, a perdu 7 kilos en 1 mois et demi. Benjamin, 51 ans de Nantes, travaille dans le transport routier de marchandises, a perdu 28 kilos en 10 mois. Sandrine, 52 ans, qui habite Paris, contrôleur de gestion, a perdu 21 kilos en 1 an. Alors, pour perdre du poids, à partir de 3,92 € par repas. Rendez-vous maintenant sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr, c'est important.fr. Depuis 10 ans, le confort d'Emma fait beaucoup de bruit. Car avec les matelas Emma, c'est 10 ans de confort garanti. Un matelas qui vous enveloppe de fraîcheur et vous soutient là où vous en avez le plus besoin. Emma, une décennie de confort garanti. Quasiment 17h sur BFM TV, j'espère que vous allez bien. Merci de nous choisir cet après-midi pour faire le tour de l'actualité. On est ensemble jusqu'à 18h avec Fanny. On va vous parler de cette escalade des tensions possibles entre les États-Unis et la Russie. On est à 6 jours de la fin de l'ultimatum. Donald Trump qui a annoncé l'arrivée près de la Russie des sous-marins nucléaires qu'il a envoyés hier soir. On en parle dans un instant. Attention à ce risque d'incendie également avec 8 départements du pourtour méditerranéen aujourd'hui placés en vigilance orange au feu de forêt. 2 départs de feu signalés en Haute-Corse notamment et ainsi qu'un dans le Var qui mobilise de nombreux moyens humains et techniques cet après-midi. Dans les Bouches-du-Rhône, 25 massifs forestiers sont interdits d'accès aujourd'hui. Risque d'incendie, risque de noyade aussi. Leur nombre a augmenté de près de 50% en 1 an et celles qui ont entraîné la mort de 45%, le respect des interdictions ou des restrictions de baignade est primordial. Mais tout d'abord, cette question sur la scène internationale. Est-ce qu'on se dirige vers une escalade des tensions entre la Russie et les États-Unis? J-6 avant l'expiration de l'ultimatum imposé par Donald Trump à Vladimir Poutine. Et le président américain annonce qu'il a donné l'ordre de positionner 2 de ses sous-marins nucléaires dans des zones appropriées, dit-il, plus près de la Russie. Une mesure préventive après des déclarations que le président américain a jugées idiotes et incendiaires de l'ancien chef du Kremlin, Dmitri Medvedev. Le reportage est signé Fanny Reynaud. Point de départ de ces nouvelles tensions, des commentaires de l'ancien président russe Dmitri Medvedev, jugé provocateur par Donald Trump. Medvedev a dit des choses très graves concernant le nucléaire. Je me dis qu'il vaut mieux être prudent, parce que c'est une menace automatique de sa part, et il l'a déjà fait auparavant. Et j'ai donc envoyé dans la région 2 sous-marins nucléaires, juste pour m'assurer que ces mots ne sont que des mots, et rien de plus que cela. Ils sont près de la Russie, je présume ? Oui, ils sont près de la Russie. Depuis le début de la semaine, l'ancien président russe enchaîne les pics sur les réseaux sociaux. Le post de trop date de jeudi. Dmitri Medvedev répond alors à Donald Trump qui qualifie de mortes les économies russes et indiennes. Qu'il se souvienne de ses films préférés Walking Dead et du danger que peut représenter la légendaire main morte. La main morte, une référence à un programme de l'Union soviétique datant de la Seconde Guerre mondiale. En cas de destruction de la chaîne de commandement russe, le système pouvait déclencher semi-automatiquement l'arsenal nucléaire. Le président américain exige toujours la fin du conflit d'ici le 8 août. De son côté, le Kremlin n'a pas réagi à cette escalade. Hier, Vladimir Poutine a assuré vouloir une paix durable, mais maintient des conditions toujours inacceptables pour Kiev.
Et pour le moment, aucune réaction du côté du Kremlin au déploiement de ces sous-marins américains. À Moscou, on vous retrouve Jean-Didier Revoin, vous êtes notre correspondant. Donald Trump n'a pas précisé à quel propos exact de Dmitri Medvedev il faisait allusion, mais on sait que l'ancien président russe a été assez provocateur ces dernières semaines. Oui, effectivement, l'actuel vice-président du Conseil de sécurité de Russie a écrit le 28 juillet que chaque nouvel ultimatum fixé par Donald Trump à la Russie était un pas et une menace vers la guerre avec les États-Unis, en annonçant que 2 sous-marins américains nucléaires étaient désormais positionnés on ne sait où pour répondre à on ne sait quelle attaque. Eh bien, le président américain a montré qu'il n'était pas insensible aux propos qu'il a qualifiés d'idiots et d'incendiaires de Dmitri Medvedev. Hier, Vladimir Poutine a pour sa part rappelé qu'il était en faveur d'une paix durable et non pas d'un simple arrêt des combats comme le souhaitent les Ukrainiens. Il n'a pas marqué le moindre fléchissement des positions russes, une position maximaliste de la part de Moscou, alors que des négociations semble être encore la priorité à Washington comme à Moscou, où Steve Witkoff, l'émissaire américain de Donald Trump, est attendu dans les heures qui viennent pour rencontrer Vladimir Poutine. Et nous sommes de nouveau avec le lieutenant-colonel Vincent Arvaretier et Ulrich Bouna pour parler de cette situation. Lieutenant-colonel, on a l'impression que malgré l'ultimatum qui a été donc imposé par Donald Trump et qui expire jeudi prochain, malgré les menaces de sanctions supplémentaires, malgré cette annonce de positionnement de 2 sous-marins américains près de la Russie, Vladimir Poutine, lui, reste sourd. Oui, parce que, si vous voulez, c'est pas avec des barrières douanières qu'on arrête une guerre. Sinon, on le saurait. Les Français en 1939 les Français et les Britanniques en 1939 ont déclaré la guerre à l'Allemagne quand l'Allemagne a envahi la Pologne. Ils n'ont pas élevé des barrières douanières. Donc, si vous voulez, les moyens sont inappropriés. Alors, sur la réaction du président Trump au propos de l'ancien président Medvedev, là, c'est autre chose. C'est l'Amérique, le président américain, qui joue son rang de superpuissance par rapport à la Russie et surtout de puissance nucléaire. Et pas simplement de puissance nucléaire, mais aussi de la puissance qui est à la tête de l'OTAN et qui joue sa crédibilité en tant que chef des alliés, chef du monde libre. Si Trump ou les États-Unis se laissent marcher dessus par les Russes, eh bien, les autres pays du monde en profiteront, soit pour faire ce qu'ils veulent, soit pour ne pas tenir compte des oukases américains et puis finalement de considérer les États-Unis comme une puissance secondaire. Donc voilà, on a des devoirs quand on est à la tête de la première puissance mondiale, c'est de tenir son rang. Ulrich Bouna, on a parlé justement des autres pays. Dans ce conflit entre les États-Unis et la Russie, on n'entend pas Paris, on n'entend pas Berlin, on n'entend pas l'Europe. Elle est où cette Union européenne ? Alors, bon, effectivement, sur cet aspect bien particulier de Dmitri Medvedev, il est vrai que les puissances nucléaires européennes ont toujours fait le choix de ne pas vraiment répondre, estimant que c'était un peu l'écume des vagues, Dmitri Medvedev, et que ça reflétait pas vraiment la position russe et qu'il fallait pas prendre ces menaces vraiment trop au sérieux. Pour ce qui est du contexte plus général de la guerre en Ukraine, c'est vrai que là, actuellement, on est vraiment plus dans un mano à mano entre Donald Trump et Vladimir Poutine, mais il faut quand même pas sous-estimer le rôle des Européens sur 2 aspects. Le premier, l'aide militaire à l'Ukraine. Bon, déjà, l'Europe fait quand même beaucoup et on voit se mettre en place progressivement une idée où ce seraient les Européens qui financeraient tout ou partie du matériel militaire fourni par les Américains. Donc, il y a quand même un rôle là aussi important de servir d'un petit peu d'intermédiaire entre les Ukrainiens et les Américains. Et l'autre point, c'est par rapport aux sanctions sur la Russie. Depuis son arrivée au pouvoir, finalement, Donald Trump a toujours privilégié une voie un peu plus de diplomatie vis-à-vis de la Russie qui ne donne pas trop de résultats pour le moment. Et donc, effectivement, ce sont un peu les Européens qui ont pris la tête d'imposer des nouvelles sanctions, notamment sur le pétrole russe, en essayant d'entraîner les Américains. Et donc, finalement, si Donald Trump, à un moment donné, décidait de devenir plus ferme sur le sujet de la Russie, il pourrait, en fait, finalement, il suffirait, entre guillemets, d'emboîter le pas des Européens, ce qui serait peut-être un peu plus simple. Donc, il y a un côté préparation du terrain, quoi. Préparation du terrain, Ulrich Bouna, peut-être aussi avec celle de Steve Witkoff, donc l'émissaire américain, qui dans quelques jours sera à Moscou. Est-ce que tout ce qu'annonce Donald Trump, ça va dans ce sens-là aussi d'aller au plus près du président russe ? C'est complètement ça. C'est-à-dire que les menaces de sanctions secondaires sur l'Inde,
alors repositionnement, je sais pas comment l'appeler, mais en tout cas, brandir la menace des sous-marins nucléaires, le discours de plus en plus au vitriol vis-à-vis de Vladimir Poutine et des actions de la Russie en Ukraine. Oui, tout ça, ça vise à créer un contexte et à faire passer des messages en fait à la Russie, disant qu'il faut vraiment que Vladimir Poutine se décide finalement à négocier et à accepter les offres que met Steve Witkoff sur la table, qui d'ailleurs de façon complètement, on va dire, si on prend du recul un peu sur les choses, les offres américaines sont quand même plutôt intéressantes pour la Russie. Mais par contre, effectivement, Vladimir Poutine n'est pas du tout dans cet objectif-là. Lors de la conférence de presse qu'il a donnée hier avec M. Loukachenko, il a été extrêmement clair sur le fait que la Russie n'avait pas dévié, qu'il souhaitait encore atteindre tous ses objectifs en Ukraine, que ce soit militairement ou via un traité qui signerait la capitulation de l'Ukraine. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment le sentiment que Vladimir Poutine plie les chines. Au contraire, il attend plutôt de voir ce qui va se passer lui tout. Pendant ce temps-là, sur le front, les autorités russes ont dénombré 3 morts après des frappes ukrainiennes en Russie. La nuit dernière, vous le voyez, elles ont touché le sud du pays, à Rostov, à la frontière avec l'Ukraine, à Penza et même Samara, qui est pourtant à 800 km de l'Ukraine. L'armée ukrainienne qui a tiré de très nombreuses salves de drones sur son ennemi. Guillaume Ptak est le correspondant de BFM TV à Kiev. Selon les autorités russes, la défense aérienne russe serait parvenue à abattre 112 drones ukrainiens, mais un certain nombre d'entre eux auraient frappé 4 régions différentes de Russie, et notamment dans la région de Samara, comme vous le disiez, qui est pourtant assez éloignée des frontières ukrainiennes. L'Ukraine serait parvenue à frapper une raffinerie de pétrole. Il y avait des vidéos de l'explosion qui circulaient sur les réseaux sociaux. Donc ça démontre les capacités croissantes, grandissantes de l'Ukraine pour frapper des cibles stratégiques dans la profondeur en Russie. Effectivement, et loin de l'escalade rhétorique entre Washington et Moscou, la guerre, elle, suit son cours. Les Russes avancent toujours dans l'est de l'Ukraine, bien qu'au prix de lourdes pertes, particulièrement dans la région de Donetsk. Et les deux pays échangent des vagues successives de drones, même s'il faut le rappeler que les frappes ukrainiennes semblaient avoir pris pour cible des objets stratégiques et énergétiques, tandis que la dernière grosse attaque de drones russes ici en Ukraine a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi à Kiev, dans la capitale, et a tué 31 personnes, dont 5 enfants. Donc, colonel Arbaretti, comment parvenir à une paix, à minima à un cessez-le-feu, avec ces deux stratégies qui s'opposent? D'un côté, l'Ukraine qui vise des sites très stratégiques, très industriels en Russie, et la Russie qui, elle, vise en masse des populations civiles en Ukraine. Oui, alors, pour compléter ce qui a été dit, Vladimir Poutine ne cherche pas à conquérir l'Ukraine, il cherche à la récupérer. Donc vous voyez, et deuxième élément, les frappes ukrainiennes en Russie montrent que le dispositif russe a plein de trous, puisque les drones n'ont été qu'abattus qu'au-dessus des objectifs et pas avant. Donc tout cela aussi pour quand même dire que les Américains, par exemple, pourraient très bien, s'ils le voulaient, frapper d'une manière directe ou indirecte des objectifs, soit dans le Donbass, soit même en Russie, dès lors que ces objectifs seraient des objectifs opérationnels liés à la guerre en Ukraine. Mais les Américains ne le font pas. Pourquoi ? On se pose la question. Est-ce que finalement, je parle de l'administration Trump, pas de la précédente, est-ce qu'ils se satisferaient d'une sorte de retour de l'Ukraine dans le monde plus soviétique, mais le monde russe, à minima, ou bien est-ce qu'au contraire, ils veulent aider le président ukrainien à reconquérir les territoires perdus ? Donc, si vous voulez, c'est là aussi que les deux stratégies s'affrontent, c'est que finalement, les Américains sont-ils un soutien pour l'Ukraine dans ses objectifs militaires, stratégiques ? Alors, ils aident l'Ukraine dans les opérations qui ont lieu, en leur donnant des renseignements sur les objectifs russes, notamment, mais ils n'ont pas l'air d'aider beaucoup les Ukrainiens à reconquérir leur territoire perdu. La marge de manœuvre est faible quand on sait que Donald Trump, dès le début de son mandat, dit en clair, ce n'est pas ma guerre, c'est celle de la mandature précédente. Donc il veut être un acteur, entre guillemets, dans la résolution de ce conflit, mais jusqu'où peut-il aller vraiment ? Alors, en fait, il a eu deux approches et il s'est lui-même un petit peu cornérisé en disant qu'il allait obtenir la paix en 24 heures. Je pense que si demain Donald Trump arrivait à un cessez-le-feu, je pense qu'il serait le premier à ne plus dire que ce n'est pas sa guerre, mais bien au contraire qu'il a résolu un conflit de plus dans le monde. Mais donc effectivement, comme ça ne fonctionne pas cette stratégie d'apaiser la Russie et de tordre le bras à l'Ukraine, il a effectivement commencé, comme vous l'avez dit depuis plusieurs semaines, à prendre du recul en disant c'est pas ma guerre, c'est celle de Joe Biden, j'essaie de faire ce que je peux.
Il n'en demeure pas moins vrai que c'est quand même un peu un caillou dans sa chaussure. C'est quand même la démonstration qu'il n'arrive pas à obtenir les résultats qu'il avait prévus et promis surtout à l'international. Et donc il essaye de faire une poussée diplomatique en changeant un peu de stratégie, en mettant un peu plus la pression sur la Russie. Pas dit que ça fonctionne, c'est vraiment rien ne le garantit. Et donc finalement, Donald Trump va se retrouver un petit peu le 8, peut-être pas au pied du mur, mais en tout cas, il va devoir faire un choix, c'est-à-dire soit complètement laisser tomber l'histoire et passer à autre chose, avec peut-être des conséquences aussi politiques internes, soit effectivement prendre des sanctions contre la Russie, chose à laquelle pour l'instant il a toujours refusé de se résoudre. Merci beaucoup à vous deux pour ces explications et ces décryptages donc, de ces déclarations entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui restent par ailleurs silencieux. À 17h15, on en retourne en France avec ce risque d'incendie qui est une nouvelle fois élevé dans le sud-est de la France. Vous allez voir sur cette carte avec 8 départements placés en vigilance orange aujourd'hui dans le pourtour méditerranéen. Et cette situation avec ces incendies qui se sont déclarés notamment en Corse, en Haute-Corse, à Oleta, une trentaine d'hectares parcourus, à Poggio d'Oleta, à une dizaine d'hectares brûlés, ou encore dans le Var également, à Saint-Julien, avec plus de 5 hectares qui ont été parcourus par les flammes. Une situation délicate dans les Bouches-du-Rhône notamment, où tous les massifs sont interdits d'accès aujourd'hui. Clémence Fournival, c'est là qu'on vous retrouve avec cette vigilance donc maximale et des bénévoles qui patrouillent. Les Bouches-du-Rhône est le département le plus exposé au risque de feux de forêt en France métropolitaine. Il est donc classé en zone rouge, c'est-à-dire que tous les massifs forestiers sont fermés. Concrètement, cela signifie que l'accès, la circulation et la présence de personnes ainsi que les travaux sont strictement interdits. Et la préfecture appelle à la plus grande vigilance car les conditions météorologiques sont particulièrement défavorables avec des rafales de vent à plus de 60 km/h. Quelques chiffres. À Marseille, les marins-pompiers ont déployé jusqu'à 170 personnes en renfort sur le terrain, en plus des 350 marins-pompiers en garde dans les casernes. Côté département, le dispositif prévoit 360 hommes déployés sur le terrain, en plus des 480 mobilisés dans les casernes. Les contrôles dans les massifs forestiers sont aussi renforcés. Toute personne qui viendrait passer la barrière qui se trouve derrière moi est assujettie à une amende de 135 €. Pour rappel, 9 feux de forêt sur 10 sont souvent liés à l'humain. Clémence Fournival avec Anne Boisis dans les Calanques marseillaises. Le département des Bouches-du-Rhône, Loïc Rivière, on va continuer de le surveiller demain, puisque là, la vigilance est orange. Demain, elle sera rouge carrément. Alerte maximale pour les Bouches-du-Rhône cette fois-ci. Alors pour l'instant, c'est une bonne partie du pourtour méditerranéen qui est déjà à un niveau d'alerte élevé. La seule chose que vous ne voyez pas sur cette carte, c'est le facteur humain, le facteur déclencheur dans 9 cas sur 10. Là, on tente de résumer la propagation possible des incendies en lien avec la chaleur, le peu d'humidité et le vent surtout qui accélère sensiblement en ce moment. Nous parlions de cet incendie en cours en Haute-Corse dans le secteur de l'État, un secteur d'ailleurs avec des pentes assez raides, difficile d'accès avec un vent qui souffle aux alentours des 80 km/h. Ça c'est un relevé de l'île Rousse, il file encore plus fort sur les reliefs. On peut zoomer pour voir ce Mistral. Cette tramontane également concernée tout au long de ce week-end. En ce qui concerne le Var, du côté de Saint-Julien, là, on relève des rafales à 70 km/h avec un feu toujours en cours sur ce secteur. Ce sera encore plus fort demain, jusqu'à 80 km/h, à nouveau autour du bassin méditerranéen. Voilà pourquoi les Bouches-du-Rhône vont passer en vigilance rouge. Cette fois-ci, on va ajouter en orange le département de la Drôme, les Pyrénées-Orientales d'ailleurs, où un départ de feu a eu lieu du côté de Villelongue tout à l'heure. Ce feu-ci est fixé. Pour la semaine prochaine, le vent va finir par se calmer progressivement. À partir de mardi notamment, il va s'essouffler. Mais dans le même temps, les températures vont monter sérieusement. Il y a déjà une vigilance orange canicule en Espagne. C'est cette masse d'air qui va franchir la barrière des Pyrénées. On attend des pointes à 36 voire 40 degrés sur un large quart sud-ouest jusqu'en vallée du Rhône. Bien évidemment, cette chaleur va jouer sur le risque d'incendie qui va probablement progresser vers le sud-ouest, peut-être même jusqu'au bord de Loire, donc pour la semaine prochaine. Merci beaucoup pour ce point de situation, Loïc Rivière. Autre point de haute vigilance, cette fois-ci, ce sont les points d'eau. Pour éviter les noyades, notamment, les autorités appellent à respecter les consignes affichées. Et pour cause, Santé publique France signale cette hausse des décès par noyade, 193 entre début juin et fin juillet, plus 45% par rapport à l'année dernière. Hugo Smag est à Noirmoutier, en Vendée, où les acteurs de la prévention sont mobilisés pour éviter justement ce genre de situation dramatique.
Oui, et puis on arrivera bientôt au plus haut de la saison, au plus fort de la saison ici à Noirmoutier avec les Haussiens qui arrivent ici en masse sur l'île. Donc forcément la vigilance est de mise. Alors vous pouvez voir ici la plage est plutôt calme et l'eau est tranquille, mais pour autant on reste très vigilant. Je suis avec Louison, vous êtes chef de poste ici de la SNSM des sauveteurs en mer, donc vous faites la surveillance de cette plage. Pourquoi il faut rester absolument vigilant malgré tout ? Les chiffres de noyades ont complètement explosé là sur cette année, donc on reste comme d'habitude vraiment très vigilant. Toujours rester vigilant parce que l'accident est très vite arrivé en mer, que ce soit les enfants qui sont perdus de vue par leurs parents, les grands-parents, et en fait n'importe qui peut avoir un problème, que ce soit un malaise dans l'eau, une crampe, et très rapidement on peut se trouver en difficulté. Donc c'est pour ça que nous on reste vigilants tout l'été pour assurer un maximum de vigilance. Est-ce qu'il y a des bons conseils à appliquer peut-être ? Les bons conseils, c'est tout d'abord se baigner sur une plage surveillée, se baigner dans la zone surveillée, c'est-à-dire entre les drapeaux. Regarder le tableau météo tous les matins, quand vous arrivez sur la plage pour voir s'il y a des dangers particuliers. Ne pas hésiter à aller voir les sauveteurs pour se renseigner. Et après, connaître son propre état, faire attention si on ne se sent pas très bien, pas forcément aller à l'eau, ne pas y aller si on a bu de l'alcool évidemment. Et garder surtout un œil sur les enfants, parce que c'est souvent eux qui peuvent se précipiter à l'eau et là où les accidents peuvent commencer. Et être en danger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alors aujourd'hui, c'est drapeau vert, mais on reste vigilant. Vous l'avez bien entendu. Il faut bien appliquer les conseils que l'on vient de vous donner. Si jamais vous voyez une personne en difficulté, n'hésitez pas à faire le 196 avec votre portable. Vous pourrez contacter de cette manière les sauveteurs en mer. Vous regardez BFM TV, le volet judiciaire. À présent de l'actualité avec le parquet de La Roche-sur-Yon qui a requis hier un procès pour meurtre par conjoint à l'encontre de Michel Pial, accusé d'avoir tué sa femme Karine Esquivillon. C'était en 2023. C'est désormais au juge d'instruction de trancher. Et depuis 2 ans, le suspect plaide l'accident. L'une des filles du couple a livré son témoignage à BFM TV. Reportage d'Arnaud Paillard avec Mathias Tesson, Maxime Brandstetter et Clément Gauvin. Ce qui s'est passé reste traumatisant et laisse des cicatrices. Des cicatrices et des questions toujours sans réponse. Plus de 2 ans après le décès de Karine Esquivillon, sa fille Eva-Louise est toujours en quête de vérité. C'est très très long, la vie continue, mais elle continue différemment. Et je sais que certaines questions resteront sans réponse, mine de rien, parce qu'il n'y a que lui qui les détient et il nous les donnera jamais, ça c'est sûr. Le 27 mars 2023, Karine Esquivillon disparaît sans laisser de traces. Michel Pial, le père d'Eva-Louise, affirme alors être convaincu qu'elle est partie de son plein gré. Mais 3 mois plus tard, il passe aux aveux. Le corps de la quinquagénaire est retrouvé. Michel Pial évoque alors un accident en manipulant une arme. Impossible pour sa fille. C'est compliqué de vivre dans un environnement que de mensonges. Et quand ces mensonges vont jusqu'à ce stade-là, ça l'est d'autant plus, dans le sens où là, c'est pas des mensonges comme ils pouvaient faire par moments sur des promesses ou ce genre de choses. Là, ça reste quand même des mensonges sur un cas où il a quand même arraché la vie à ma mère. Une hypothèse également écartée par le parquet, qui réclame un procès pour meurtre sur conjoint. Ça va être beaucoup d'émotions, ça va être quelque chose de très difficile, de très lourd, de très dur. On a peur de certaines questions qui peuvent venir après, sur lesquelles on va se poser. On a peur de le voir lui, on a peur des réactions. Enfin, c'est très compliqué et pour s'y projeter encore plus. C'est désormais au juge d'instruction de trancher. En attendant, Michel Pial est toujours en détention provisoire. La date de son procès n'est pas encore connue. L'actualité de ce samedi, c'est aussi le chassé-croisé, le fameux qui est en cours. On est en plein dedans. La journée est classée noire dans le sens des départs par bison futé. On a dépassé à la mi-journée les 1000 km d'embouteillage cumulés. Alors bien concrètement, comment ça se passe pour les automobilistes ? Comment ils vivent cette journée ? Où partent-ils ? Élément de réponse dans ce reportage d'Adrien Spiteri. Merci Jules, c'est sympa. Pour Magali et ses proches, il est l'heure de se restaurer. Parti à 5h d'Ille-et-Vilaine ce matin, cette famille a encore de la route. Là, du coup, on se rend dans le Jura, à Lons-le-Saunier. On va retrouver des amis. Une journée classée noire dans le sens des départs, alors forcément le temps de trajet est rallongé. Mais certains vacanciers tentent de relativiser. Tant pis, c'est comme ça. On n'a pas le choix là, non ? Seul problème selon certains, le prix de l'essence à la pompe. Mais ici sur l'autoroute A7, ce père de famille a une astuce. On est sorti de l'autoroute et on a fait le plein en dehors de l'autoroute pour pouvoir justement limiter, puis on a repris l'autoroute derrière. Et pour les vacances, certains ont choisi le camping. Allez, c'est parti. Oh, mais super. Comme sur la route, dans cet établissement vendéen, c'est le grand chassé-croisé. Ce matin, c'est 47 départs,
Cet après-midi, 62 arrivées. Donc vous voyez, en quelques heures, il faut que le camping soit de nouveau prêt pour les prochains. Un check-out, c'est à peu près 5 minutes. On fait le tour du mobil-home et aussi on interroge le client pour savoir si ça s'est bien passé, s'ils sont contents. Le camping affiche complet pour les 3 prochaines semaines. Un seul souhait pour Céline, la directrice, que le soleil soit au rendez-vous. Peut-être que pour éviter les bouchons, vous êtes parti en train. On a une astuce si vous voulez faire des économies sur les rails. Ouais, c'est la SNCF qui propose déjà depuis quelques années une réduction de 25% sur un voyage aller-retour. Vous y avez droit une fois par an pendant vos vacances. Un dispositif qui est peu connu, vous allez le voir, mais qui concerne pourtant une majorité de Français. Carla Plomb, Hugo Dorsemen. Et si pour vos vacances d'été, vous pouviez bénéficier d'une réduction de 25% sur un trajet de votre choix ? Un joli coup de pouce qui pourtant existe, mais vous êtes nombreux à ne pas le connaître. C'est intéressant si on n'a pas forcément de tarifs réduits et qu'on n'a pas forcément des gros moyens. C'est très bien pour les familles parce que les temps sont durs. Vu le prix des billets maintenant, c'est sûr que c'est peut-être quelque chose que je vais regarder. Ouais. Comme de nombreux Français, vous êtes sûrement éligible au billet congé annuel de la SNCF. Que vous soyez salarié, fonctionnaire, artisan, retraité ou même demandeur d'emploi, vous pouvez en faire la demande sur leur site pour vous et votre famille. Alors oui, il faut un peu s'armer de patience. D'abord, demandez au chatbot le formulaire, le remplir, le faire tamponner à son employeur, le renvoyer, attendre quelques jours une confirmation, puis enfin se déplacer en gare pour acheter votre billet. Ce dispositif a beau être ancien, 1936 pour célébrer les premiers congés payés, il a encore de très beaux jours devant lui. Et puis ça permet surtout aux voyageurs qui ont peu l'habitude de prendre le train de bénéficier d'une réduction. Et puis c'est plutôt positif, on va dire, d'un point de vue plutôt environnemental. Ça peut permettre d'avoir plus de gens dans les trains et moins sur la route. Attention tout de même, cette réduction n'est pas cumulable avec les offres promotionnelles ou les cartes avantages. On vous a parlé de la vigilance incendie, la vigilance sur les routes, mais pas encore de la vigilance en mer. Tiens. Et pourtant, il y a de plus en plus de plaisanciers cet été, notamment dans la Manche. Il y a des règles à respecter. Oui, en effet, même sur l'eau, ces règles sont essentielles. Et d'ailleurs, la préfecture de la Manche multiplie actuellement les contrôles et les opérations de prévention. Divers reportages de Stéphanie Zenati avec Axel Monnier. En pleine manœuvre sur son voilier, Francis accueille des passagers un peu particuliers. On va affaler les voiles à ce moment-là. Ou alors je vais faire demi-tour comme ça. Oui, prenez votre temps, prenez votre temps. L'équipe d'agents maritimes du Calvados est venue contrôler ce plaisancier. Là, je prends les renseignements concernant le navire. Donc, je vérifie l'immatriculation, la puissance, la longueur, le nom. Extincteur périmé depuis 31 décembre 2020. Tous les équipements de sécurité sont inspectés. Les gilets, vous les avez? Est-ce que je vais pouvoir regarder? C'est les cartouches qu'il y a dedans, s'il vous plaît. Et après quelques minutes, le verdict tombe. Pour vous, tout est en règle? Oh bah, il y a ici pas totalement tout, puisqu'il y avait une petite date de péremption sur un extincteur, mais bon, ça va être vite corrigé, ça n'a pas de problème. Et vous faites régulièrement contrôler? Je crois que c'est la première fois de ma vie. Comme chaque année dans la Manche, alors que les vacanciers sont nombreux à profiter de la mer, des opérations comme celle-ci sont organisées. Et au-delà des vérifications d'usage, c'est aussi l'occasion pour ces agents de sensibiliser les apprentis marins. On est plutôt effectivement sur des journées à destination de pédagogie et pas sur de la répression. On en profite aussi pour faire des rappels sur la réglementation en matière de pêche de loisirs, qu'est-ce qu'on peut pêcher, les tailles, marquer les captures. L'année dernière, 1102 contrôles ont été réalisés dans la Manche et dans la mer du Nord, dont 354 ici, dans le Calvados. Parmi eux, 17 infractions ont été relevées. Et si vous êtes plus piscine que mer, eh bien, il y a également des possibilités, vous allez le voir, de faire des économies, des bonnes affaires. C'est possible grâce à cette plateforme de location. Elle met en relation des propriétaires de piscines et des personnes qui recherchent pour quelques heures ou plus des instants de fraîcheur. Et nos journalistes sont allés à la rencontre d'une locataire dans le Nord, Paris-Sage-Avanchir, avec Barbara Durand et Clément Gauvin. Entre les deux locations, je nettoie également toutes les tables, je nettoie les toilettes, tout est désinfecté au fur et à chaque fois. Depuis 2022, Béatrice loue chaque été son jardin et sa piscine à des particuliers. Par l'intermédiaire d'une plateforme pour quelques dizaines d'euros, ils peuvent venir s'y baigner et bronzer en toute tranquillité.
Un moyen pour Béatrice d'amortir l'entretien de sa piscine, mais pas que. En général, ça nous rapporte 1 700 à 2 000 euros par année. Mais la deuxième chose qui est vraiment très très sympa, c'est le lien social et le partage avec les personnes qui viennent louer en fait. Réserver une piscine pour un après-midi entre amis, un anniversaire ou encore pour un enterrement de vie de jeune fille, tout est possible. La plateforme compte aujourd'hui 6 000 propriétaires et quelques 450 000 inscrits. Sa fondatrice a vu la demande augmenter. Notamment à cause du réchauffement climatique. Mais nous, en tout cas, on a une croissance moyenne de 40% depuis 2019. Donc c'est un secteur qui fonctionne très bien et évidemment encore mieux l'été. Pour un après-midi de fraîcheur, comptez entre 90 et 100 euros pour 4 personnes. Sachez que la plupart des loueurs proposent également des services en supplément, comme des barbecues ou, comme chez Béatrice, un jacuzzi. La météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie, installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous ? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Profitez de la météo avec Plouf, le maillot qui fait flotter pour reprendre le sport, booster vos performances ou profiter d'eau en toute sécurité. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. Nous débutons à Aubagne, si vous le voulez bien. Avec un risque d'incendie déjà élevé, il sera extrême, une alerte maximale pour cette journée de dimanche. Tout le bassin méditerranéen sera concerné en réalité avec des rafales à 70-80 km/h. Une chaleur pour l'instant relativement modérée, mais elle va vite s'intensifier. En réalité, cette chaleur caniculaire stationne en direction de l'Afrique du Nord en ce moment. Quand l'anticyclone des Açores va remonter progressivement, les températures vont s'envoler. Il y a déjà une vigilance orange canicule en direction de l'Espagne où on attend des pointes à 45 degrés en milieu de semaine prochaine. En ce qui nous concerne, probablement des pointes à 36 voire 40 degrés également sur un très large quart sud-ouest. Ce sera plutôt pour la fin de la semaine. En remontant vers le nord, on va renouer avec les 30 degrés. Pour l'instant, il faut se contenter de 20-25 degrés, notamment ce dimanche, sous les nuages bas, nombreux dans le Grand Est. Il y aura également des brouillards sur ce secteur. Et il y a cette perturbation qui va longer les côtes de la Manche. Elle donnera quelques pluies sur la côte d'Opale dans le courant de l'après-midi. Il faudra descendre vers le Val-de-Loire pour retrouver un temps plus lumineux, plus ensoleillé, de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la Méditerranée. Un peu d'instabilité simplement sur les reliefs. Là, vous aurez une vingtaine de degrés pour débuter cette journée, 14 à Paris. Dans l'après-midi, ça va se radoucir dans le nord du pays, de 22 à 26 degrés en général, jusqu'à 30 degrés sur les bords de la Garonne et 32 degrés notamment à Perpignan. Alors ce sera encore assez mitigé au nord en début de semaine. Ce lundi, cette perturbation va peu à peu se décaler vers le sud. On va la retrouver mardi, mais assez atténuée. Et à partir de mercredi, le flux va basculer, les températures vont bien monter. Des températures parfois 10 degrés au-dessus des moyennes de saison d'ici à ce vendredi. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? C'était la météo avec Plouf, le maillot qui fait flotter pour reprendre le sport, booster vos performances ou profiter d'eau en toute sécurité. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect, alarme et télésurveillance. 30 sur BFM TV. Merci d'être avec nous dans l'après-midi info. Les titres de ce nouveau journal. Le risque incendie très élevé dans le sud du pays. 8 départements du pourtour méditerranéen sont en vigilance orange. Plusieurs départs de feu en Haute-Corse ou encore dans le Var. On sera sur place avec Clémence Renard dans quelques instants. À la une également, pour ne pas gâcher vos vacances. Attention à ces risques de noyade signalés par les autorités. Leur nombre a augmenté de 50% en un an et quand elles vont jusqu'au décès, eh bien, elles ont augmenté de 45%. Le respect des interdictions, des restrictions de baignade est primordial. Les sous-marins nucléaires sont arrivés près de la Russie. Affirmation il y a quelques heures de Donald Trump, le président américain qui réagit aux propos et qu'il a jugé provocateurs de l'ancien président russe Dmitri Medvedev. Le risque incendie, une nouvelle fois élevé dans le sud du pays. 8 départements sont, je vous le disais, placés en vigilance orange par Météo France. Dans les Bouches-du-Rhône, 25 massifs sont interdits d'accès aujourd'hui. Dans le Var, où la vigilance est aussi activée, eh bien, on va retrouver Clémence Renard pour BFM TV. Un feu de forêt, Clémence, s'est déclaré en milieu d'après-midi.
de 15 heures et c'est un feu de forêt qui s'est propagé très rapidement au départ. Alors les moyens déployés ont été très rapides. Les pompiers sont arrivés sur place immédiatement avec 130 pompiers toujours mobilisés et 45 véhicules sur place. Au moment où les pompiers sont arrivés, il y avait 4 hélicoptères bombardiers d'eau qui étaient mobilisés, dont un hélicoptère lourd. Alors ce que nous ont dit les pompiers, c'est que depuis 1 heure, la situation évolue favorablement, ce qui a permis d'alléger légèrement le dispositif, notamment aérien. Il y a actuellement 2 hélicoptères et un Dash qui sont en train de survoler la zone. Le feu, lui, est stabilisé, il n'est pas encore fixé. Et c'est pour ça que les pompiers sont toujours très nombreux à être mobilisés, avec, vous le voyez, des conditions météorologiques assez compliquées, des fortes températures et vous le voyez, beaucoup de vent. Donc les pompiers qui sont toujours à l'œuvre pour lutter contre les flammes ici. Merci beaucoup Clémence Renard en direct donc du Var avec Thomas Loriot. On y retournera tout à l'heure puisqu'on sera en connexion avec le maire de Saint-Julien qui nous donnera plus de détails. Loïc Rivière du service météo climat est avec nous avec ces différents départements aujourd'hui donc en vigilance orange feu de forêt. Demain ça va se compliquer, certains vont passer au niveau rouge et on voit déjà des départs de feu aujourd'hui. Vigilance maximale demain pour les Bouches-du-Rhône, vigilance orange dès aujourd'hui pour une bonne partie du pourtour méditerranéen. On vient de voir à l'instant d'ailleurs tout l'intérêt de cette vigilance, de ces alertes lancées qui permettent de prépositionner les pompiers sur les secteurs qui pourraient être les plus affectés. Il y a eu plusieurs départs de feu, effectivement, tout au long de cette journée. On suit notamment ce feu en cours du côté de Saint-Julien, dans le Var, avec des rafales à 70 km/h. Et dans le même temps, en Haute-Corse, dans le secteur de l'État, il y a beaucoup de relief. C'est un secteur difficilement accessible. Il y a eu 2 départs de feu, une quarantaine d'hectares déjà parcourus par les flammes et de nombreux pompiers qui sont sur place, là aussi, pour la Corse, qui est en vigilance orange aujourd'hui. Donc Mistral, Tramontane jusqu'à 70, voire 80 km/h. Les 80 km/h seront atteints notamment demain en basse vallée du Rhône. Voilà pourquoi on va placer donc en vigilance rouge les Bouches-du-Rhône. Demain vont s'ajouter également la Drôme, les Pyrénées-Orientales qui seront concernées par un niveau d'alerte orange. Et vous voyez ces départements en jaune, là aussi le risque d'incendie est bien réel. Il sera de plus en plus notable dans les jours qui viennent. Le vent va peu à peu se calmer en début de semaine prochaine, mais dans le même temps, les températures vont monter sensiblement. Il y a déjà une canicule en cours, une vigilance orange en ce qui concerne l'Espagne, mais cette masse d'air va franchir la barrière des Pyrénées. D'ici mercredi, on dépassera très facilement les 30 à 35 degrés au sud, et d'ici vendredi, on attend des pointes à 36, voire 40 degrés. Le risque d'incendie va probablement progresser sur un large quart sud-ouest et peut-être même en direction du nord du pays. Merci Loïc pour toutes ces précisions. Et on retrouve donc Emmanuel Hugoux. Vous êtes le maire de cette commune dont on parle, Saint-Julien-le-Montagnier, dans le Var, avec donc cette situation dont nous parlait notre reporter tout à l'heure. Comment évolue la situation sur place? On a parlé d'un feu, d'une situation en tout cas qui évolue favorablement. On en est à quel stade? Oui, alors le feu est circonscrit depuis maintenant quelques minutes. Les pompiers sont toujours effectivement à pied d'œuvre puisque il y a besoin d'éteindre l'ensemble des feux qui sont partis un peu partout. Le feu est parti d'une plateforme de compostage qui se trouve sur la commune, qui est une CPE, qui s'est propagé effectivement avec le vent que nous avions à plus de 60 km/h dans le début d'après-midi vers les 14 heures, qui s'est propagé à l'extérieur. Donc 5,1 hectares qui ont été touchés. Ça a mobilisé un peu plus de 130 hommes, 45 véhicules d'incendie, des véhicules du CCFF également, la gendarmerie et l'ONF. Et ont effectivement permis d'intervenir rapidement, puisqu'on a eu des gifles qui sont intervenus. Et on a même bloqué la circulation pendant un petit moment pour faciliter l'intervention des pompiers. Vous avez identifié le lieu du départ de feu. Est-ce que vous en connaissez la cause? Non, pour l'instant, on n'a pas de cause avérée. L'exploitant est arrivé sur place. Il est avec effectivement les pompiers. Ils sont en train de faire le point et on aura le temps de faire les investigations, je dirais, dans la semaine prochaine pour qu'on sache exactement ce qui se passe. Priorité à l'extinction des feux et donc effectivement à l'anéantissement, je dirais, de ce sinistre avant que ça touche toute notre commune et puis les communes avoisinantes. En tout cas, un très bon réflexe de la part de nos pompiers, encore une fois, de nos secours, que je félicite et puis également tous ceux qui surveillent nos massifs forestiers, puisque vous l'avez dit à juste titre, on est en rouge en plus aujourd'hui. On a des vigies qui surveillent et c'est vraiment primordial, la prévention et l'intervention rapide.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Vigilance donc orange pour le Var pour l'instant. Ce sera rouge demain dans les Bouches-du-Rhône. Merci d'avoir été l'invité de BFM TV. Autre risque de l'été, celui des noyades. Avec ce chiffre qu'on vous donne cet après-midi, 193 décès recensés. Rien qu'entre le 1er juin et le 23 juillet. C'est 45% de plus que l'an passé sur la même période. Une augmentation qui pourrait s'expliquer par exemple par la canicule en début d'été qui a poussé les Français à aller de plus en plus à la mer pour se rafraîchir. Mais même quand la météo est moins bonne, il ne faut pas baisser la garde. On voit ça avec Pierre-Louis Bousset et Tanguy Tricoire. Un vent bien présent et un ciel plutôt couvert sur cette plage de Trouville. Pas vraiment la météo idéale pour faire trempette. Et c'est sans compter sur le risque pour les baigneurs imprudents. Moi, je sais que je ne vais pas très loin en mer quand je nage. Je ne prends pas de risque. Il ne faut pas trop s'éloigner non plus, faire attention au courant. Entre le 1er juin et le 23 juillet, 193 décès par noyade ont été recensés en France. C'est 45% de plus qu'à la même période l'an passé. Une tendance dramatique touchant particulièrement les enfants et les adolescents. Santé publique France pointe le rôle des fortes températures qui ont poussé de nombreuses personnes à se rafraîchir. Les autorités sanitaires rappellent que les noyades surviennent plus fréquemment en cas de consommation d'alcool ou de baignade non surveillée. Le message de prévention important à faire passer, c'est baignez-vous pendant les horaires de surveillance sur les plages équipées d'un poste de secours avec des nageurs sauveteurs. Sur les 193 noyades mortelles recensées, 79 se sont produites en mer. L'actualité internationale avec cette déclaration à la télé américaine de Donald Trump. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'est ce qu'il a reconnu, le président des États-Unis, après avoir envoyé 2 sous-marins nucléaires près de la Russie, Fanny. Oui, Donald Trump qui n'a pas apprécié du tout les propos jugés provocateurs de l'ancien président Dmitri Medvedev. Une escalade qui intervient alors que Washington durcit le ton envers Moscou sur la guerre en Ukraine. Medvedev a dit des choses très graves concernant le nucléaire. Et vous savez, quand vous mentionnez le nucléaire, mon sang ne fait qu'un tour. Et je me dis qu'il vaut mieux être prudent, parce que c'est une menace automatique de sa part, et il l'a déjà fait auparavant. Donc nous serons toujours préparés. Et j'ai donc envoyé dans la région 2 sous-marins nucléaires, juste pour m'assurer que ces mots ne sont que des mots, et rien de plus que cela. Ils sont près de la Russie, je présume ? Oui, ils sont près de la Russie. Washington, notre correspondant BFM TV Antoine Lard. Antoine, on a vu tout au long de cette semaine un Donald Trump vexé par l'enlisement de la guerre et par l'absence de réaction russe. Malgré ses coups de pression, il joue sa crédibilité, Donald Trump ? Oui, absolument. En fait, Donald Trump est à bout de patience, extrêmement frustré face à la Russie. En fait, il faut bien voir que lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche en janvier dernier, Trump était convaincu qu'il pourrait facilement convaincre Poutine d'arrêter les combats. Sauf que ça n'a pas marché, il n'a rien obtenu. Poutine lui tient tête et le mène en bateau. Et ça, Trump ne le supporte pas. Il ne supporte pas d'être impuissant face au maître du Kremlin. Pour ne rien arranger, l'ultimatum qu'il a lancé, pour le moment, n'a eu strictement aucun effet. Au contraire, même sur le terrain, les bombardements se sont intensifiés. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est l'ego et la crédibilité de Donald Trump qui sont en jeu. Ce qui peut expliquer sa nervosité, ce qui explique aussi sûrement pourquoi il a réagi aussi vivement après les provocations de Dmitri Medvedev. Alors dans la presse américaine ce matin, certains estiment que Trump, en envoyant ses sous-marins, a surréagi. C'est le cas du New York Times par exemple, qui écrit que la réponse de Donald Trump est disproportionnée et impulsive. Surtout que, on le rappelle, Dmitri Medvedev à Moscou n'a strictement aucun rôle décisionnaire ou exécutif. On en parle avec nos invités en plateau. Ulrich Bouna, analyste géopolitique, spécialiste de l'Europe. Et le lieutenant-colonel Vincent Arbaretier, historien militaire, docteur en sciences politiques et histoire contemporaine. Pour revenir donc sur cette réponse jugée disproportionnée, selon certains médias américains notamment. Ulrich Bouna, on n'a aucune réponse pour l'instant à ce stade du Kremlin. Pour autant, dans les médias russes, on en parle. Oui, effectivement, il y a eu des différentes déclarations, il y a différents experts militaires notamment qui se sont exprimés dans les médias russes ce matin, notamment dans les journaux. La tonalité générale, c'est quand même d'essayer de faire dégonfler un peu les choses, de pas non plus en faire des caisses. Il n'y a pas de volonté non plus d'aller dans une espèce d'escalade, on va dire, au nucléaire de la part des Russes. Les Russes essayent de remettre, enfin en tout cas les experts qui s'expriment essayent de remettre les choses en contexte en disant, bon voilà, Donald Trump on fait encore des caisses, mais il ne faut pas vraiment le prendre trop au sérieux. Et donc effectivement, on n'a pas eu de réponse officielle de la part du Kremlin. Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait une d'ailleurs. Mais il est probable qu'effectivement les Russes vont essayer de faire comprendre à Donald Trump que
certes, Dimitri Medvedev raconte un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux et il provoque en parlant toujours de holocauste nucléaire. Et que ça peut potentiellement effectivement générer une réponse de la part des Américains, mais qu'effectivement il ne représente pas l'État russe, que donc il faut le mettre un petit peu de côté. Et il faudra voir surtout si en interne en Russie effectivement Dimitri Medvedev se fait recadrer. C'est déjà arrivé une ou deux fois où il a dû grosso modo un peu faire son mea culpa en public en disant bon, j'ai peut-être été un peu loin, etc. Donc il faudra voir si c'est vraiment le cas ou si effectivement les Russes font juste passer un message discrètement aux Américains en disant calmons-nous. D'accord. Lieutenant-colonel Vincent Arbaratier, quand on regarde les deux personnages justement, Donald Trump et qui, j'allais dire, a cette appétence de la polémique, du tweet un peu furtif. Et quand on regarde Medvedev aussi, on ne pouvait pas s'attendre à moins par rapport à cette situation, par rapport aux deux personnages qu'ils sont. Alors c'est vrai qu'ils sont de caractères, je dirais pas semblables, mais ils sont aussi impulsifs l'un que l'autre. Pourquoi est-ce qu'il s'en prend à Medvedev et pas directement à Poutine? Parce que Poutine, il a quand même, je vais pas dire une admiration, mais il y a quelque chose de... Il y a un respect. Il y a une sorte de respect. Ensuite, vis-à-vis de Medvedev, pour lui, c'est un loser, puisque Medvedev, il est en fait l'affidé, celui qui fait les basses œuvres de son chef. Maintenant, sa réaction du président Trump, elle est certainement pas complètement... indépendante de la situation militaire ukrainienne sur le terrain, parce que les États-Unis, qui sont quand même le principal allié de l'Ukraine depuis la volonté de Joe Biden, et c'est comme j'ai dit, c'est une situation héritée du passé, qu'ils le veuillent ou qu'ils le veuillent pas, eh bien, les Américains doivent faire un geste pour obliger les Russes sinon aller sur la table des négociations, au moins à consentir un cessez-le-feu pour permettre au dispositif militaire ukrainien de se rétablir. Parce que, en réalité, les Américains ne veulent pas d'une défaite ukrainienne et d'une victoire russe. Pourquoi? Parce que la crédibilité des Américains à la tête de l'OTAN serait remise en cause. Et puis là, ce serait plus grave, si vous voulez. Donc, ils veulent, jusqu'à présent, depuis 2 ans, depuis 3 ans, ils aident les Ukrainiens, alors peut-être d'une manière trop minimaliste, en ne donnant pas assez d'avions. Et puis avec Trump, il y a l'affaire du coût financier. Il veut pas donner autant d'argent à l'équipement ukrainien que l'a fait son prédécesseur. Pourtant, les équipements, ça coûte cher, si vous voulez. Et donc, il se retrouve à être obligé à intervenir lui-même. Alors, est-ce qu'il va intervenir comme il l'a fait pour la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran? Probablement pas, mais il y aura quelque chose qui ressemblera à ça pour reprendre l'initiative par rapport aux Russes et pour obliger les Russes, comme on dit en échec, c'est un zugzwang, c'est-à-dire une obligation. Je vais faire maintenant, c'est toi qui vas faire comme je veux que tu fasses, et pas l'inverse. Qui gagnera cette partie d'échecs? La suite, évidemment, à suivre sur nos antennes. Merci à vous deux de nous avoir aidés à décrypter ces dernières déclarations. Tout de suite, l'infotrafic. L'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Et à 6h moins 15, on est en plein dedans, ce chassé-croisé estival. Regardez Bison Futé qui voyait du noir dans le sens des départs sur le plan national aujourd'hui. Demain, ce sera aussi compliqué demain, mais regardez dans le sens des retours. Il y avait beaucoup d'eau orange et même du rouge sur le pourtour méditerranéen. Du monde, on en a eu puisqu'on a dépassé à la mi-journée les 1000 km de bouchons cumulés sur tout le territoire. Oui, on va voir comment ça roule sur l'A10. C'est là qu'on vous retrouve, Frédéric Fernandez. Vous êtes dans le sens qui va vers Bordeaux avec énormément de vacanciers, on l'a dit aujourd'hui, sur la route, sur votre autoroute également, qui cherchent d'un côté à éviter ces bouchons mais aussi à faire des économies. Alors déjà effectivement au niveau de la circulation, ce qu'on peut vous dire c'est que le trafic est très fluide ici, donc sur l'A10 on est à environ une 50aine de kilomètres de Paris, et puis effectivement ces vacanciers qui cherchent à faire des économies, c'est même un petit peu le maître mot quand on échange avec eux. Alors déjà il y a une bonne nouvelle puisqu'effectivement le prix des carburants est au plus bas depuis 4 ans, ce qui redonne effectivement le sourire aux automobilistes, et puis ils ont, on peut le dire, un petit peu leurs astuces pour économiser sur la route des vacances. Je vous propose de les écouter, ils étaient tout à l'heure au micro de Gaëtan Malaquin.
c'est appréciable. L'année dernière, pour le même plein, j'avais 5-6 euros de plus, oui. Ça va pas changer la vie sur des vacances, mais c'est vrai que c'est quand même mieux d'économiser. Surtout que sur des vacances, on doit faire quand même 4-5 pleins, donc ça fait tout de suite 20 ou 30 euros de moins sur 15 jours de vacances. On a fait des petites économies sur la nourriture. On a prévu à manger plutôt que d'acheter dans les aires d'autoroute. C'est toujours quelque chose où on sait qu'on peut économiser et faire des loisirs après derrière. On essaye de rouler un peu moins vite, 10 km/h moins vite, pour justement faire toutes ces économies de carburant. Oui. Et on ne fait surtout pas le plein sur l'autoroute non plus. Des astuces donc pour faire des économies sur la route des vacances avec un seul objectif, ils nous l'ont dit les automobilistes, et de dépenser un tout petit peu plus une fois qu'ils sont arrivés sur leur lieu de vacances. Merci Frédéric Fernandez en direct de l'A10 pour BFM TV. C'était l'infotrafic avec la nouvelle appli Coyote pour éviter les amendes et rouler à la bonne vitesse. Coyote, faire la route ensemble. Pour les professionnels, vacances rime avec recrutement de personnel saisonnier et ce n'est pas toujours facile. Preuve en est, Alain Fontaine est gérant d'un restaurant, le Mestruré, également président de l'association des maîtres restaurateurs. Les saisonniers sont-ils plus gourmands? C'est la réponse qu'il nous donne aujourd'hui. C'est un élément essentiel pour beaucoup de nos confrères, en particulier sur les endroits de vacances. Et donc, on a besoin de ces saisonniers qui sont soit des professionnels, soit des étudiants. Alors, effectivement, le marché est un marché qui est tendu. Vous savez que de façon récurrente, il nous manque à peu près 200 000 personnes toute l'année. Et donc, pendant les vacances, ces périodes qui sont très fortes, le marché est encore plus tendu. Et donc, c'est normal que ces étudiants ou ces professionnels des saisons exigent un salaire, demandent un certain salaire. Alors on peut ou on peut pas. Chaque chef d'établissement est libre de prendre ou de pas prendre. Certains chefs d'établissement ont préféré, c'est comme ça, dans des endroits de vacances, de fermer un jour ou deux pour faire avec leur personnel habituel, de ne pas prendre de saisonniers. D'autres ont préféré effectivement de prendre des saisonniers pour, je dirais, répondre à la demande des clients. Donc chacun un petit peu choisit son mode de fonctionnement, mais effectivement le personnel saisonnier est un personnel saisonnier qui demande, mais il demande pas seulement un salaire, c'est pas le problème du salaire, c'est le problème également du logement et des mobilités. C'est très important parce que si ils doivent travailler dans des villes de vacances où les loyers sont assez chers. Eux, ils doivent aussi payer un loyer, évidemment. Et donc, le salaire qu'ils ont, quand c'est des étudiants, pour payer leurs études à venir, il ne peut pas passer dans le loyer. Donc, ils sont obligés d'avoir une demande un peu importante en termes de salaire pour pouvoir couvrir le loyer probable qu'ils auront sur cette ville de vacances et pouvoir aussi mettre de l'argent pour leurs études qui vont venir. Vous parliez du loyer, mais il y a aussi une question d'offre quand on est dans des villes justement très touristiques. Des fois, les saisonniers n'arrivent tout simplement pas à trouver de logement. Ah ben c'est très clair. Moi j'ai des amis, je suis sur l'A10 en ce moment, et j'ai des amis en Charente-Maritime, restaurateurs, qui logent chez eux des saisonniers parce que ils ne trouvent pas à se loger. Donc il faut se débrouiller avec les saisonniers, il faut se débrouiller un petit peu comme on peut. Il faut se débrouiller. La période lointaine du nourri, logé, blanchi est terminée. C'est terminé, mais à l'époque, il y a très longtemps de ça, il y a une quarantaine d'années, on avait des saisonniers nourris, logés, blanchis. Les choses ne sont plus ainsi, et par conséquent, il faut trouver des solutions, et des fois, la solution, c'est de loger chez vous, quand vous êtes patron, des saisonniers, ce qui n'est pas toujours agréable quand vous avez une famille, parce que ça fait beaucoup de monde dans la même maison, mais c'est des solutions que je connais, dont j'ai entendu parler. Un mot de sport à présent et cette moisson de médailles pour les Français aux mondiaux de natation de Singapour. Les Bleus qui ont été médaillés de bronze cet après-midi dans le relais 4 x 100 mètres nage libre mix. Et cet exploit survient après le sacre de Maxime Grousset. C'était sur le 100 mètres papillon. Réaction d'Emmanuel Macron. Regardez le message posté par le président de la République. Incroyable, Maxime Grousset. Un doublé exceptionnel. La France est fière. Bravo, champion. Et champion, c'est peu de le dire, puisque le Français a en effet décroché l'or sur 50 mètres papillon, c'était lundi. Arthur Jean. Maxime est devant, mais Ponty revient, mais Maxime est toujours devant. Maxime Grousset va être champion du monde. Champion du monde. Et 41 secondes, 62 centièmes. Maxime Grousset explose le record d'Europe.
Je sais pas comment le dire, on est encore sous le choc. C'est un truc qui est hallucinant. J'aurais pu espérer qu'il puisse, quel que soit le résultat, qu'il puisse passer sous les 50. Et là, il a explosé le temps et il fait une course juste hallucinante. C'était fou. Après avoir été sacré sur 50 mètres au papillon lundi, Maxime Grousset a récidivé il y a quelques heures, mais sur 100 mètres cette fois. 2 ans après son titre aux mondiaux de Fukuoka au Japon, le néo-calédonien récupère donc sa couronne. Record de France, record d'Europe et 3e meilleur temps de l'histoire. Tout y est passé dans la piscine de Singapour. Je suis, je sais pas, deux fois champion du monde du 100 papillons, ça veut dire j'ai assumé le statut et 2 fois champion du monde sur cet événement. Là pour un show, je sais pas ce que ça représente, mais pour l'instant, je suis fier. Et puisque cela ne suffisait pas, le nageur de 26 ans s'est aussi adjugé le bronze sur le 4 x 100 mètres nage libre mixte avec Yann Le Goff, Marie Vatel et Beryl Castaldello, la 6e médaille tricolore sur ces mondiaux. Merci de nous avoir suivis dans l'après-info cet après-midi. Dans un instant, vous retrouvez Newsbox présenté par Marion Russell et Valentin Doyen. Ils reviendront sur ces annonces de Donald Trump à la suite des provocations de l'ex-président russe Medvedev. Bonne fin de soirée sur BFM TV. À demain.